Et bien le bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs de la Horde Sauvage, podcast cinéma, cinéphile, voire même cinéphage pour certains d'entre nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Bertrand qui vous parle, entouré, je dirais même encerclé, par mes comparses habituels, Michael. Bonsoir. Quentin. Et bonsoir. Et, last but not least, David. Bonsoir à tous. Alors donc bonsoir les gars. Bonsoir. Un épisode donc qui sera comme d'habitude scindé en deux parties. Nous l'espérons d'égale et raisonnable durée. Oula. Il vient de regarder le côté banquette. Quentin, nous sommes visés. Le côté obscur. Et voilà, donc où les films présentés seront probablement spoilés. Oula, oui. Voilà. Ouais, certainement même. Oui, mais des fois on promet et puis on n'y arrive pas. Donc voilà. Là, c'est vrai. Ce serait vraiment dingue qu'on le fasse pas là. Voilà, et dont la thématique, toujours dans cette optique d'une évaluation globale des composantes de ce qui fait une cinéphilie, se focalisera cette fois-ci sur un concept, le contre-emploi. Je vous livre une petite définition vite fait. C'est le petit Robert qui s'y est collé. Il nous propose rôle qui ne correspond ni au physique ni au tempérament d'un acteur. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Voilà. Alors, C'est un peu catégorique. C'est la définition de base telle qu'elle existe. Voilà. Bah ouais, là en l'occurrence, on est plus sur des acteurs ou des actrices qui peuvent avoir des rôles. Faire des pas de côté par rapport voilà, à leur par carrière. rapport ils ont des choses où ils sont plus ancrés dans quelque chose d'habitude et là ils se détournent un peu de ça. Mais non, démontre les films en eux-mêmes. Souvent, ils sont justement pas. Alors comment disait le petit Robert que ça leur correspond pas à leur physique. Ni au physique ni au tempérament. Mais tempérament, ça peut englober plein de choses. Oui, bah là... Donc c'est vrai que ça peut sembler réducteur, vous l'avez souligné, hein. Mais reconnaissons que c'est souvent par ce biais-là qu'on a tendance à envisager la chose. Et de fait, la sélection des films que nous allons vous proposer aujourd'hui va clairement dans ce sens. Seront donc traités dans ce premier segment d'abord par moi-même, Poulet au vinaigre de Claude Chabrol. Puis Mika nous présentera Magnolia de Anderson. J'ai cru que tu avais oublié. Du bon Anderson. Paul Thomas. De Paul Thomas, ouais. Oui, ils sont plusieurs à porter le même nom. Donc oui, mais on y reviendra. Alors, et dans notre second volet, David nous fera un court topo sur... Donc Seul dans la nuit de Terence Young. Terence Young, d'accord. On monte dans les années 60. Voilà. Et enfin, si on a le temps, on échangera vite fait sur un petit film avec Quentin, mais vraiment si on a le temps. À savoir... Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Après, est-ce que pour nos amis auditeurs qui seraient peut-être pas forcément tous habitués, on citerait pas en même temps l'actrice ou l'acteur en question? Ah oui. Dès maintenant. Qui intéresse la chronique, oui. Voilà. Toi, après, j'avais prévu de le dire plus tôt plus tard dans le mail. En voilà. fait, il s'agit pour moi d'un contre-emploi de Jean Poiret. Voilà. Toi, Michael, pour Magnolia. Pour Magnolia, c'est Tom Cruise qui est à contre-emploi pour moi. Moi, ce sera Audrey Hepburn pour le film Seul dans la nuit, donc. Et Quentin. Et moi, du coup, je parlerai dans... Si on a le temps, apparemment. Bah, vraiment, si on a le temps. J'apprends ça maintenant, chers auditeurs. Je suis autant estomaqué que vous. On parlera de Henry Fonda. Je l'espère, en tout cas. Donc, voilà pour le programme. Pour faire un bon poulet au vinaigre, prenez un poulet authentique. Je suis flic, officier de police Lavardin. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Il y a un flic qui vient d'arriver pour enquêter. Police judiciaire. Un poulet pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. On peut tout, mon petit gars, quand on est de la police. C'est tout ce que t'as à me dire. Un poulet plutôt tendre. On se repose une seconde. Alors, le contre-emploi tel qu'il va être illustré ici, donc, se focalise sur les actrices et acteurs, on vient de le dire, parce que c'est le biais pour le grand public qui est le plus facile à envisager. Alors, on aurait peut-être possiblement pu parler de réalisateurs. Oui, bah, moi j'y avais pensé pendant un temps. Ouais, carrément. Moi aussi, j'ai eu une piste, mais qui s'est avérée infructueuse. Ou de scénaristes, même changeant radicalement de style, ou de narration, hein, ou encore même de techniciens ou d'acteurs changeant radicalement de métier, même carrément. Et je pensais notamment, d'ailleurs, ça m'est venu plus tard, à un type comme Charles Laughton, qui devient réalisateur une seule et unique fois pour La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum. Ce qui n'aurait pas été complètement Voilà. idiot, effectivement. Parce que c'était quoi son métier sinon à Il côté était de ça acteur. Bah, il était acteur. Ok. Oui, je suis con. Moi. Il était boulanger. Non, mais... Oui, bon, ok. Voilà, donc okay. alors la sélection reflète le versant, je dirais, le plus accessible de la chose, quoi. Tellement d'ailleurs que dans certains cas, c'est même devenu un argument marketing. Je pense que là, ici, c'est pas trop le cas, mais bon,
ça s'est déjà vu admirer la performance de un tel sur... Coluche par exemple, Voilà. Ciao Pantin, Ciao Pantin. le film encore aujourd'hui, on dit même faire son Ciao Pantin quand un acteur français qui est habitué plutôt au rôle un peu comique et tout, fait un rôle sérieux, sombre, etc. On dit faire son Ciao Pantin, c'est genre une expression. Donc ça montre à quel point, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un exemple qui est extrêmement parlant. Alors, on va passer dans le vif du sujet, on va lancer un petit point pitch, histoire d'avoir les mains libres. Alors, je vais pas m'en cacher, Mika, je te remercie pour la méthode. Je vais repomper moi aussi allègrement la jaquette du DVD que j'ai regardé, C'est pratique, hein. issu de la collection Claude Chabrol chez MK2, pour ceux que ça intéresse. Alors, je me lance. Donc j'ouvre les guillemets avec des pincettes. Tout irait bien pour l'opération immobilière juteuse montée par le boucher Filiol, le médecin Morasso et le notaire Lavoisier, si ce n'était Madame Cuneau. Sur un fauteuil roulant, aidée de son fils Louis, facteur, apparemment au courant de toutes les turpitudes des notables, elle refuse de vendre. Cadavre et disparition, l'inspecteur Lavardin, aux méthodes radicales et à l'ironie cinglante, mais protecteur de la veuve et de l'orphelin, enquête, et surtout agit. Guillemets. Et comme on dit dans tous les bons résumés, les masques ne tarderont pas à tomber. Tan. Alors nous avons un film qui est sorti en 1985 et réalisé, comme je le dis, par Claude Chabrol, sur un scénario coécrit par lui-même et Dominique Roulet, d'après le roman de ce dernier intitulé Une mort en trop et qui était paru 3 ans plus tôt, il me semble. Avant de situer un petit peu le plus les forces en présence, est-ce que David, tu pourrais nous mettre un petit accent sur Claude Chabrol, vu que tu connais pas mal l'œuvre du bonhomme, mieux que moi en tout cas. Ouais, Chabrol, tout le monde, les cinéphiles le savent, hein, c'est un des grands représentants de la nouvelle vague, grand copain de François Truffaut, qui s'est intéressé à Hitchcock en son temps, évidemment, d'ailleurs qui héritera de quelques petits trucs, quelques tics de construction, quelques thèmes hérités du maître du suspense. Donc Chabrol, rappelle-moi l'année, c'est 85. 85, voilà. ouais. Donc en 85, Chabrol, il a déjà plusieurs décennies de films derrière lui. Il a énormément tourné. Il est décédé, je crois, en 2010. Il a tourné quasiment jusqu'à la fin, je crois. Il doit avoir une grosse cinquantaine de longs métrages à son actif. Il a œuvré pour la télé. Oui, dans alors plein de j'en genres, arrivais hein. à peu près à 70 films tournés apparemment. Ouais. Ouais, alors avec téléfilms et épisodes de télé et tout, oui, je pense sans problème, effectivement. Donc il a vraiment œuvré dans plein de genres, hein. Alors il a fait des films extrêmement barrés, des trucs beaucoup plus populaires. On est un peu à mi-chemin avec Poulet au vinaigre. Pénible, j'ai du mal. Voilà, donc il a vraiment œuvré dans plein de genres, hein, Chabrol. Hein, il a tourné des trucs avec des comédiens étrangers. Il a fait tourner Anthony Perkins, il a fait tourner Orson Welles, entre autres. Il a eu des acteurs récurrents. Alors ça t'en parlera peut-être. J'espère juste pas marcher sur tes plates-bandes. Non. Tu vas peut-être en parler pour le casting. Évoqués, oui, voilà, mais je vais te laisser évoquer le casting de celui-ci parce qu'il y a déjà 2-3 noms qui sont revenus plusieurs fois chez lui. Et donc voilà, dans Chabrol, c'est un grand nom du cinéma français, c'est le bon vivant par excellence, il y a tout un tas de petites anecdotes qui tournent autour de lui, autour de tournage. Alors il y en a qui disent qu'il allait jusqu'à choisir les lieux de tournage en fonction des restaurants qui se trouvaient dans le coin pour pouvoir aller bouffer, se faire des bonnes ventrées autour d'une table avec du bon vin, etc. Enfin bon, il y a un côté bon vivant, il y a un côté... Apparemment, Chabrol, c'était un sacré personnage, un épicurien, dirons-nous. Ouais, Mika. Voilà, non... Français. Voilà, non, Chabrol, c'était un personnage, un mec assez sympathique en interview, tout. Il était toujours assez intéressant, assez vif. Voilà, c'est une grande personnalité du ciné français. Pas forcément le gars que je préfère dans les grands noms de la nouvelle vague, mais il y a quelques films vraiment intéressants. Il tournait beaucoup, donc comme tous les gars qui tournent beaucoup, tout était pas d'un même niveau. Mais il y a des choses quand même vraiment intéressantes. Il n'était pas le dernier, elle l'assumait d'ailleurs de toute façon. Voilà, ouais. Complètement, il en avait complètement conscience. Hein. Il avait tout à fait conscience de ce qu'il faisait, de ce qu'il faisait bien, de ce qu'il faisait pas bien. Voilà, c'est vraiment un personnage intéressant, Chabrol. Donc voilà, je suis content qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Voilà, c'était l'occasion, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que oui, du coup, la nouvelle vague, il a œuvré au cahier du cinéma à l'image de ses collègues Truffaut et Godard. Et puis quelques autres, il y avait Rivette aussi, je crois, qui était Rivette, Romer. Oui, voilà, ils étaient tous. Enfin, c'était toute la clique. Hein. Voilà. On a même pu constater qu'il avait fait acteur. Oui. Voilà, il faisait des petites apparitions comme ça à droite à gauche. Je sais pas s'il était aussi porté sur le caméo que Hitchcock pouvait l'être, mais alors moins régulièrement, mais il l'a fait. Oui. Mais Truffaut faisait, enfin peut-être plus ponctuellement aussi, mais Truffaut l'a fait. Truffaut avait tenu des rôles
principaux dans certains de ses films. Mais ce que Chabrol n'a pas forcément fait souvent. Là, je me prononcerai pas. Mais... Peut-être faudrait remonter à la préhistoire de son œuvre, mais bon. Ouais, voilà. Mais oui, il ne rechignait pas à apparaître devant la caméra de toute façon, effectivement. Voilà. Alors au titre des influences qu'il a plus ou moins avouées et même assumées, il y avait donc, tu disais, Alfred Hitchcock, mais on peut citer éventuellement Fritz Lang, Howard Hawks ou même Jean Renoir. Oui, tout à fait. On fait pire comme que des gars voilà. assez fréquentables, effectivement. Alors pour ce qui est de sa situation professionnelle à date, Chabrol sort du relatif échec artistique du Sang des autres, qui n'a pas forcément super marché et qui artistiquement était peut-être pas à la hauteur de ce qu'il espérait, qui était donc adapté de Simone de Beauvoir, avec un casting international, comme tu le soulignais. Donc on avait Jodie Foster, Sam Neill, Alexandra Stewart, j'en passe et des meilleurs. Et donc, à ce moment-là de sa carrière, il y a une amorce de changement, puisqu'il va se retrouver avec un nouveau producteur, qui s'avère être Marine Karmitz. Une sommité dans le cinéma français. Et ça marque le début d'une collaboration qui durera, a priori, quasiment jusqu'à la fin, mais avec une grosse dizaine de titres sûrs, quoi, voilà. Et donc, le Poulet au vinaigre, c'est le premier de cette série-là. Donc, partant d'un échec, Chabrol revient dans le Poulet au vinaigre à ses fondamentaux. Je dirais avec un film plutôt noir, peuplé de personnages tous plus antipathiques les uns que les autres, la description froide des rapports sociaux, des rapports de domination, hein, avant toute chose, et avec un regard ironique jeté sur l'arrogante bourgeoisie provinciale, qui n'est d'ailleurs pas tant de l'arrogance qu'un sentiment légitime de supériorité, hein, comme on peut le constater tout au long de ce film-là. Et donc il me faut m'arrêter un petit moment pour parler du casting. Alors qui fait la part belle aux habitués de l'œuvre de Chabrol. On croise Jean-Claude Bouillot dans un rôle qui s'arrête malheureusement pour lui assez vite, puisque c'est le rôle du boucher, Filiol. Mais on peut éventuellement aussi parler de Stéphane Audran, qui, outre avoir peuplé beaucoup des films de Chabrol, était son épouse à une époque, qui joue le rôle de Madame Cuneau, la mère recluse, à la limite de la folie, après une existence marquée par des échecs physiquement visibles, et qui s'accroche désespérément au peu qui lui reste, sa maison, son fils, sa résistance un petit peu outrancière. Le fils, justement, lui, incarné par Lucas Belvaux, alors qui lui deviendra réalisateur plus par la suite, tout en restant acteur pour d'autres et dans ses propres films. Si j'ai bien compris, j'ai pas suivi la carrière du type, mais voilà, je sais que c'est un nom qui revient régulièrement, encore plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il y a un film qui sort cette année ou l'année prochaine. Oui, il me semble avoir vu ça. Oui, il tourne, ouais, tout à fait. J'ai vu récemment un film, je m'étais fait un petit cycle Émilie Dequesne suite à son décès. Eh oui. Il a fait jouer Émilie Dequesne, je crois, à 2 reprises. Dans des films plutôt sympas, enfin moi que je trouve intéressant. Lucas Belvaux, un personnage intéressant, mais même en interview, parce que sur un des Blu-ray il y avait une interview du bonhomme, un type très intéressant, donc c'est marrant de le voir avec 40 ans de moins. Voilà, et puis alors là, moi, il y a un petit affect personnel de le voir en facteur, puisque c'est une profession que j'exerce, et je mesure en 40 ans de temps la transformation, ne serait-ce que visuelle, du métier que j'exerce. Ça m'a fait, ça m'est revenu comme un coup de poing dans la mâchoire. Donc, ce fils, Louis, le facteur, qui peut passer pour un peu ingénu, faussement même naïf, parfois manipulable, mais tout en étant relativement retors et globalement en révolte malgré tout. Et sa situation professionnelle fait de lui une partie de l'establishment local, mais étant en bas de l'échelle, il est largement exposé à toutes sortes de mépris de classe, notamment. Donc voilà, il fait partie des meubles, puis on méprise un petit peu sa position, même si on sait qu'il fait partie de cet ensemble. Ouais, de cette il est hors société. Et dedans. Voilà. C'est une position que j'aime bien, ça. J'aime bien être sur tous les tableaux comme ça. Alors, il y met quelque chose de presque enfantin. En même temps, il n'était pas très très vieux à ce moment-là. Il avait 23-24 ans, je crois. Mais qui appelle tout de suite à la vigilance, parce qu'il a des actes qui sont un peu troubles. Alors, en face, outre Jean-Claude Bouillot, déjà cité, les antagonistes, interprétés par 2 figures importantes, Michel Bouquet, le notaire Lavoisier, et Jean Topard, qui joue le rôle du médecin Morasso. Alors chacun dans leur registre, ils m'ont toujours paru impressionnants. Leur voix,
Enfin, surtout Jean Topard, hein, la voix oui, de Jean on Topard. va s'arrêter 2 minutes. C'est- Parce que, c'est- il y a quelque chose, il y a des choses à dire. C'est un monument. Alors, on l'entend pas beaucoup. Il parle pas énormément dans ce film-là, Non, mais il a une voix tellement reconnaissable, surtout pour notre génération. oui. Voilà, on va expliquer pourquoi. Voilà, bon, déjà, il était derrière un nombre de documentaires de voix off impressionnants. Et puis, pour ceux qui peuvent s'en rappeler, il était une voix off de la série Les Mystérieuses Cités d'Or. Voilà. Et il s'est pas arrêté là, hein. C'était lui, donc, à la fin des épisodes, les fameuses parties documentaires, etc. Mais alors, c'était lui sur Lady Oscar. Oui, très Eh ben juste. ouais, en fouillant, parce que je savais que j'avais entendu plein de fois. Moi, j'ai pas tout noté, parce que c'est impressionnant ce qu'il a fait. Ulysse 31, c'était lui. La voix off d'Ulysse mais 31, oui, mais c'était oui, Jean mais Topard. Alors, Ulysse 31, même si vous avez peut-être pas vu les copains. Je connais. Voilà. Je connais de nom. Voilà. Et ben, la voix off de la série d'animation, c'était Jean Topard, le gars qui joue dans ce film-là. Enfin, il avait une diction. Moi, je sais que j'écoutais à l'époque en vinyle des récits Disney et tout. Alors là, je me rappelle plus les titres, hein. Peut-être des Taramel Chaudron Magique, des choses comme ça, enfin des choses contemporaines de notre enfance. C'était souvent la voix de Jean Topard, le narrateur des trucs Disney. Enfin, il a fait une quantité de... Avant même de mettre un nom sur cette voix et surtout un visage, oui. moi, cette voix-là, ça fait quasiment plus de 40 ans que je la connais. Donc, Voilà, mais... et de la retrouver, alors moi j'avais vu Poulet au vinaigre il y a des années, mais de la retrouver dans ce film-là et dans un rôle quand même passablement antipathique, Oui. c'est vraiment rigolo. C'est lui aussi, ah oui, je l'ai noté parce que ça parlera à tout le monde par contre, même si c'est extrêmement court, c'est cette voix extraordinaire dans la VF de Sleepy Hollow, c'est lui qui double Christopher Lee dans le court passage où on le voit. Le fameux Sleepy Hollow, Oui. dit d'une certaine Mais façon, oui, mais oui, c'est mais la oui. voix de Jean Topard. Ok. Personne n'aurait pu le dire comme ça. Voilà, c'est lui. Alors, Voilà, au même titre que personne ne l'aurait joué comme Christopher Lee, personne en français ne pouvait... Voilà, c'est cette passer espèce de derrière diction, Topard. cette intonation. Enfin voilà, il avait une voix absolument fabuleuse, ce type. Et puis bon, Michel Bouquet à côté, il jouait moins sur ça, mais il a une présence monumentale lui aussi. Et Pardon, je suis désolé Bertrand, Ouais. narrateur de La Planète au Trésor. Oh. Jean Topard. Ok. Excusez-moi, mais comme on en Ah a oui. parlé en saison précédente, voilà, je savais que j'avais noté un petit truc pour Quentin. Oh. Voilà, c'est bien, j'arrête là c'est les- bien urbain de ta les part. références. donc, alors, c'est des types qui sont rodés à la technique théâtrale, donc voilà, ils sont très très pros, très très carrés. Et ça ressort, il en ressort cette espèce d'attitude très dominatrice, quand tout va bien, qui passe vite fait sur un mode passif-agressif quand les choses se gâtent. Et moi, je les trouve totalement crédibles, autant l'un que l'autre. Alors, si on ajoute à cela quelques rôles secondaires solides, tels... je pense à un mec comme Albert Drake qui joue le barman, qui a Oui. une présence régulière comme ça, qui marque une espèce de ponctuation. Et bien sûr, on le voit pas beaucoup, mais il y a Jacques Frantz, Oui, Oui. dans le rôle de l'opticien, celui qu'on appelle Tristan, une figure quasi invisible au début, mais que finalement, en fait, c'est le premier contact qu'on a dans le film, puisque c'est lui qui prend les photos dans la séquence oui, d'ouverture. la séquence Oui. d'ouverture, tout à fait. Dans le plan séquence d'ouverture, ouais, effectivement. Et que je trouve ces deux-là, par exemple, ils ont une présence qui arrive à perdurer même après qu'ils disparaissent de l'écran, une fois que leur scène est terminée. J'ai trouvé ça très cool. Alors de l'autre côté du spectre, les autres personnages, on va dire les personnages féminins, ils sont plutôt exemplaires, je trouve. Alors ce ne sont pas des potiches, hein, et elles ne deviennent des victimes finalement qu'une fois que l'association des grands vilains décide de franchir le point de non-retour. Sinon, le reste du temps, ce sont plutôt des femmes qui maîtrisent un petit peu leur parcours. Elles incarnent la franchise et une forme de morale un peu perverse, mais réelle. Et dans ces rôles-là, donc, on a Caroline Cellier, dans le rôle d'Anna, Joséphine Chaplin, j'avais découvert d'ailleurs que c'était une héritière Chaplin, Oui, tout à fait. dans le rôle central de Delphine Morasso, et bien entendu, et là je vais repasser la parole à mon ami David, Pauline Lafont, qui à mon sens est la vraie héroïne dans ce film-là, dans le sens où elle personnifie la voix de la raison dans tout ce bazar, et elle sait où elle se situe, et elle transige pas, quoi. Voilà. Alors, si mon cher David, si tu as quelques mots à nous dire, là encore, sur cette personnalité. Bah, rien de phénoménal, parce qu'elle a eu une carrière extrêmement courte, puisqu'elle est morte 3 ans après. Elle a été retrouvée plusieurs semaines après sa disparition. Apparemment, elle a fait une chute dans un ravin. Enfin, une fin assez tragique. C'était la fille de Bernadette Lafont, évidemment, qui elle-même a joué chez Chabrol et qui d'ailleurs joue dans la suite de Poulet au vinaigre.
il me semble, Inspecteur Lavardin. Il me semble oui. que Bernadette Lafont y est, donc c'est marrant, la mère et la fille ont partagé l'affiche des deux films, voilà. Pauline Lafont, moi je l'avais, alors pas découverte, ça doit pas être le premier film où je l'ai vu. J'avais vu Poulet au vinaigre avant pour le coup, mais elle a ce rôle absolument fabuleux et qui pouvait laisser présager une carrière assez intéressante, parce qu'en plus d'être incroyablement photogénique, extrêmement belle, moi je trouve qu'elle avait un certain talent. Elle était dans L'été en pente douce, avec Jean-Pierre Bacry et Jacques Villeray, ouais. et elle était absolument phénoménale. Et moi, je trouve que c'est un bel écho à ce qu'avait pu être Adjani dans L'été meurtrier un peu plus Mais tôt. les films se répondent d'une certaine façon. Complètement. Voilà, ouais. Ouais, les deux sont très bien, et je trouve que Pauline Lafont est une vraie réponse à la Adjani brune de L'été meurtrier. Bon, bah, on a Pauline Lafont en blonde dans L'été en pente douce. Alors, les deux personnages sont assez différents, hein, mais je trouve qu'on a vraiment un écho. Oui, tu l'as dit. Hein, les deux films, les deux personnages, les deux actrices, il y a une espèce d'écho. Voilà. Bon, malheureusement, la carrière de Pauline Lafont a été écourtée. Et dans le Chabrol, je trouve qu'elle a un rôle secondaire, mais malgré tout assez important. Et on la voit quand même pas mal. Elle a vraiment des interactions avec le personnage de Belvaux. Et non, c'est pas une potiche, c'est pas. Et moi, ce que j'aime, ce qu'elle dégage vraiment, et c'est vraiment flagrant dans Poulet au vinaigre, c'est que pour moi, c'est une comédienne avec le look qu'elle a dans le film. Elle aurait pu jouer dans les années 50. Oui, elle avait un look typique des actrices des années 50, 60, même si on veut. Un look très rétro, très bon, de toute façon le côté rétro, peut-être qu'on y reviendra sur ce film-là, la Poulet au vinaigre. Mais le film se passe, il est contemporain de son tournage. Oui, mais les années 80. Il y a une forte, il y a quelque chose de très très figé dans le. Voilà, il y a vraiment une époque un peu évolue, oui. Ça pourrait se passer dans les années 60, 70, tout pareil, je trouve. C'est voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez. Enfin, il dégage un truc assez étrange en termes d'atmosphère, d'ambiance et même d'esthétique. Il est pas forcément si évident que ça à dater, je trouve, le film. Il y a un truc un peu bizarre par rapport à ça. Je sais pas si on réagira dessus maintenant ou plus tard, mais Quentin, je sais pas, est-ce que esthétiquement, est-ce que tu trouves que c'est vraiment... Le film est de 85. Est-ce que comme ça, sans le savoir, tu t'aurais dit, ouais, ok, on est dans les années 80. Moi, je trouve qu'il a pas une esthétique de son époque de tournage. Il est un peu en décalage, mais pour le coup, oui. rétro. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis assez d'accord quand même. C'est en plus de ça, le film est un film d'enquête et qui dit enquête dit recherche, etc. Et les années futures transformeront totalement ça, et du coup les films aussi sont transformés avec les recherches scientifiques et tout. Et là, dans les années 80, on est encore sur les mêmes méthodes, surtout qu'en plus le personnage principal, le personnage de l'enquêteur Lavardin, c'est ça. Hein. Lavardin a des méthodes un peu old school, même déjà pour l'époque. Voilà. Et puis voilà. il déboule tout seul en plus, quoi. Voilà, donc il y a une espèce d'ambiance qui effectivement n'a pas du tout un côté moderne. Alors, de toute façon, le film est de 85, mais c'est vrai que j'aurais pas forcément. Tu m'aurais pas donné une année, j'aurais. Ouais, j'aurais dit peut-être plus ancien, un peu plus ancien. J'aurais pu dire plus ancien, effectivement, mais ouais. De toute façon, je le trouve très joli et j'aime bien les films des années 70, on en a déjà parlé au niveau des l'esthétique qu'on peut avoir dans les années 70, et ouais, ça me rappelle un peu ça, c'est vrai. Donc c'est vrai. Voilà, bon, c'était un petit aparté, Bertrand, sur l'esthétique. Enfin, après, je sais pas si toi, Mika, voilà. Si non, j'ai rien de plus à rajouter. Okay. Je ne suis pas un expert comme vous, messieurs. Non, mais c'est pas question d'être expert. Moi, c'est que je. Si tu veux, c'était un ressenti que j'ai eu, une sensation où je me suis dit. Tiens, il est 85, il aurait eu 10 ans de plus, que ça m'aurait pas choqué. Mais c'est pas péjoratif. Oui, mais c'est que j'ai pas vu assez de films de cette époque-là, okay. De ce cinéma-là, et donc je saurais pas répondre à la question, tout simplement. Donc c'est pour ça que je préfère la fermer. Non, mais c'était pas une question piège, hein, voilà. Ah non, mais je sais. Je suis clairement moins expert que nos deux comparses, hein, je te rassure. Hein. Bah, à l'extrême, moi, ce qui me permet de dater, ça va être des éléments factuels. Globalement, ça va être les modèles de voitures en circulation. Ouais. Ça va être des affiches, ça va être des graphismes, voilà, parce qu'on les a connus, tout simplement. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai fini de me défausser sur mes camarades, donc je vais essayer d'avancer un peu. Et je vais en arriver au personnage central, celui qui occupe l'affiche, mais qui n'apparaît finalement qu'au bout de 40 minutes. L'inspecteur Jean Lavardin, interprété par Jean Poiret. Parce que c'est lui par qui la situation va finir par se débloquer, en fait. Hein. Et ben le voilà, mon contre-emploi, comme je le disais au tout début. C'est pour ça qu'on est venu, hein, voilà. Alors, il s'agit d'un acteur qui est habitué à la comédie, hein, que ce soit par le théâtre, des sketchs, des chansons parodiques. On l'a vu dans des téléfilms.
co-auteur de la pièce d'origine, La Cage aux Folles. Moi, j'avais cette image-là, en fait, de ce type-là. Les quelques images d'archives de lui avec Michel Serrault, avec lequel ils ont monté un duo qui a duré des années. Voilà, c'est l'image que j'avais de ce type-là. On l'a vu beaucoup au cinéma chez Jean-Pierre Mocky. C'est vrai, ouais. Qu'il faudra certainement un jour aborder. Hein. Gros morceau, enfin, en termes d'ampleur, de production. J'ai vu La Grande Frousse pour l'occasion, et c'était bien sympathique. Celui-là, je l'ai pas vu. Il manque à ma culture. Ou La Cité de l'Indicible. Je crois que c'est le seul que j'ai vu il y a super longtemps et je me rappelle plus. Voilà. Mais c'était bien fun. Mais c'est années 50, on est vraiment sur. Et puis bon, Mocky, c'est une narration à part. Hein, de toute façon. C'est un cinéma, c'est un système à part déjà. Mocky, je trouve. Ouais, c'est très spécial. C'était mon premier, c'était quelque chose. Et mais pour le coup, bien. un mec comme Jean Poiret là-dedans, il faisait pas tâche. Non. Parce qu'il y a le côté un peu distant par rapport à très ironique, hein, beaucoup, et c'est ce qu'on retrouve dans ce film-là. Mais pour autant que je sache, ici, c'est son vrai premier rôle principal dans une œuvre qui ne soit pas, sur le fond, une comédie. Même si le côté ironique, voire cynique, comme je le disais, de certains traits peuvent faire rire, le fond est noir de chez noir, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a mort de plein de gens, mort sale, voilà, C'est vrai. Puis ça explore un peu la noirceur de l'âme humaine. Ils sont tous quand même plus ou moins un peu dégueulasses. Même les plus sympas le sont pas complètement. C'est pas un film. Non, puis un film noir, ça lui va bien. On a quand même des gens qui affichent des sourires en toutes circonstances, et donc c'est notable, tout en ayant, même si le fond de leur opération immobilière telle qu'ils la décrivent est pas forcément plus malhonnête que ça, les méthodes pour y arriver, c'est quand même largement discutable. Voilà, avec toujours cette espèce de sentiment d'impunité. Ils le mettent vraiment en avant. Donc voilà, on est dans du film noir. Alors en tout cas, moi, la perception que j'en avais, la première fois que j'ai vu ce film, c'était vraiment aux antipodes de ce personnage froid, qui semble prendre tout le monde en grippe dès qu'il apparaît, et qui va mettre des grands coups de pied dans cette drôle de fourmilière. Oui, on est là-dessus. Voilà. Alors, soyons clairs, hein. L'aspect visuel, les interactions, ça décrit pas réellement le type de violence à laquelle nous, en 2025, on est maintenant habitués. Il n'y a pas ce côté spectaculaire, ni très... Il n'y a pas de grand guignol. Il n'y a pas de grand guignol là-dedans. Mais en l'espèce, voir un type comme lui, avec ses postures, avec sa mise, avec son âge aussi d'ailleurs, tabasser méchamment des gens comme ça, froidement, c'était un peu inédit. En tout cas pour moi. D'autant que la violence, elle n'est pas que physique ici. Elle est d'abord psychologique. On le voit faire. Hein. Dès qu'il a perçu assez vite l'implication de Louis le facteur dans toute cette histoire, c'est par lui qu'elle va d'abord s'exercer. Et pour moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment super efficace, quoi. Et donc, c'est pour moi l'expression essentielle du contre-emploi dans ce film-là, en tout cas, tel que le petit Robert nous l'avait présenté. Et il me semble d'ailleurs que Chabrol l'a aussi envisagé comme ça, puisque pour l'accompagner, il propose une mise en scène qui est relativement simple et principalement axée, dans ce que j'ai pu constater, sur les variations de plans en fonction de qui prend le pouvoir à tel et tel moment, vu que ça change sans arrêt au gré des discussions. Il travaille énormément cet aspect-là dans sa mise en scène. T'as des changements d'échelle un peu subtils, pas beaucoup d'effets. Et puis, à part la scène d'ouverture qui est un peu plus spectaculaire du coup, puisqu'elle s'apparenterait à une espèce de plan séquence, même s'il y a des coupures. Ouais. Mais on entre dans cette soirée. Ça fait très De Palma. Voilà. Oui. C'est marrant, elle fait très Brian De Palma de cette époque-là. En la voyant, ouais. Parce que du coup, il y a des gens qui nous suivent et qui n'ont pas forcément vu les films, donc sans aller trop loin dans le spoil ou quoi que ce soit, le film commence par une scène où on suit un photographe en fait. Voilà, et donc la caméra on est dans l'objectif du photographe. Dans l'objectif, et il se balade dans une soirée. Espèce de garden party qui s'avère être la soirée d'anniversaire de la femme du médecin, Delphine, interprétée par Joséphine Chaplin. Et on va à la rencontre de la plupart des protagonistes de l'histoire, qui reviendront plus tard, quoi. Donc c'est un peu une espèce de plan séquence qui dissémine plein d'indices. Voilà, mais en même temps c'est quasiment naturaliste parce que les gens sont vraiment pris dans le feu de leur action, quoi. Et voilà, moi je trouve ça vraiment efficient, quoi. Donc à côté de ça, il y a un scénario qui réserve quand même quelques moments de tension, pas mal même. Moi je me suis vraiment laissé prendre à tout ce qui gravite autour de cette relation foirée entre le médecin et sa femme, qu'on ne voit pour le coup quasiment jamais ensemble. C'est vrai.
mais on passe son temps à imaginer ces deux personnes-là dans ce que les autres personnages racontent. Le médecin et sa femme, la femme du médecin, le médecin sans sa femme, tout ce qui gravite donc autour de cette relation. Et la femme en question, d'ailleurs, qui était censée financer en grande partie la fameuse magouille immobilière des trois méchants, et dont le délitement de cette relation jusqu'à l'irréparable agit en miroir, je trouve, en tout cas, face à la relation en construction entre Louis et Henriette, le facteur et la guichetière. Parce que là, c'est une complète construction du départ, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, une déconstruction d'un côté et une construction de l'autre. Intéressant. Détruire pour construire, enfin voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement cliché, mais je trouve que là, c'est une illustration, en plus d'être un peu tordue, rigolote, voilà. Surtout que les deux couples sont un peu tordus dans leur genre, voilà. Donc oui. Et donc, le reste de l'intrigue, moi, je trouve ça marche bien. Le point d'orgue de la scène du restaurant est quand même plutôt pas mal. Oui. Justement, où c'est la prise de pouvoir d'Henriette, d'une certaine façon. Les différents interrogatoires que mène Lavardin, qui sont en mode tranquille au départ, mais jusqu'au dernier avertissement, en mode vous commencez vraiment à me courir sur le haricot, les gars. Et là, il switch en mode brutal. Et puis, donc, l'escalade, moi, je trouve que ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'effet de manche. C'est juste vraiment un truc sec, comme un coup de trick. Et puis ça me semble exemplaire à plus d'un titre. Alors voilà, maintenant, si je pense avoir fait un peu cerner les 2-3 idées forces que je voulais essayer de faire émerger, je vous laisse le bâton de parole, les gars. Si vous avez quelque chose à me raconter que je ne connais pas, allez-y. Moi, je peux te raconter peut-être un truc que tu ne connais pas, mais c'est que en Angleterre, le film, il s'appelle Coq au vin. Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu le savais ? Non, pas du tout. Et voilà. Du coup, autre question, est-ce que tu as une idée de l'explication de pourquoi poulet au vinaigre ? Par contre, ça, moi, j'ai rien compris. Hein. Alors, poulet, pour flic, je pense. Et puis vinaigre, parce que quelque chose d'un petit peu... Ça tourne au vinaigre. Ça tourne au vinaigre, c'est... Je pense que c'est très basiquement ça, en fait. Hein. Une espèce d'aigreur. Avec moi, Mickaël. Oh. Non, j'avais pas. Je pensais vraiment qu'il y avait un rapport avec un plat à un moment ou un. Ouais, surtout qu'on est chez Chabrol, ce serait pas déconnant. Ouais, et puis en cherchant sur internet, je suis tombé plusieurs fois sur poulet au vinaigre, la recette. Voilà, oui. Donc. Oui, ce qui est une sacrée tentative. Oui. Oui, du coup, je sais pas. Moi, j'aurais pas beaucoup de choses à dire. J'ai bien aimé le film. J'avais beaucoup. Alors, je dis pas qu'il m'a déçu, mais j'avais beaucoup d'espoir au début. Les 15-20 premières minutes, j'étais là genre, il y a moyen que j'aime beaucoup. Hein. Et après, ça s'est pas diminué non plus totalement, mais ça s'est un peu délité. Le fonctionnement, le ressort narratif du film d'enquête où on suit d'abord on va dire l'intrigue à démanteler et le flic qui arrive au final après au moins un gros tiers voire même la moitié du film un peu ce genre de retort là c'est pas forcément ce que je préfère on va dire. Au bout d'un moment je me dis mais c'est vrai quand il apparaît je me dis ah mais c'est vrai qu'il y a lui qui doit arriver. Voilà et c'est vrai que ça change un peu même c'est cool hein, mais c'est vraiment très bien hein. mais ouais non j'aime bien l'esthétique l'histoire est cool j'aime bien le fait que j'aime bien la fin le dénouement global de l'histoire où c'est pas une fin non plus totale pour tous les arcs narratifs on a juste un peu une partie qui se termine non voilà on entrevoit que la mère aura plus autant de place parce que vraiment elle a vrillé oui et que le fils s'en rend vraiment compte et qu'il va retirer ses billes un peu de là-dedans c'est comme ça comme moi je l'imagine voilà puis les méchants sont punis puis... Oui, voilà. Mais on pourrait raconter d'autres choses. Ça s'arrête à un moment un peu intéressant, je trouve. En plus, ça se termine sur le couple naissant là, qui a l'air tout aussi toxique qu'amoureux. Je ne sais pas. Voilà. J'aime bien ce côté un peu loufoque, un peu que le film peut dégager. Voilà, j'ai eu un bon ressenti. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire que ça. C'était bien et Jean Poiret est vraiment fascinant à suivre. Je sais que du coup qu'il était connu comme étant acteur de comédie, donc là effectivement on n'est pas trop là-dedans, même s'il a un côté un peu
c'est amusant de le... Oui. Et puis voilà, après, une fois que tu vois comment il réagit, tu dis, ah bah, la prochaine entrevue avec celui-là, ça va partir en sucette. Oui, voilà. Et ça ne manque pas d'arriver. Donc, c'est drôle pour ça. Ouais, il est quand même en complet décalage, je trouve. Pas tant dans le jeu, encore que ça pourrait se discuter, mais dans le ton, il est vraiment en décalage. On sent qu'il vient d'ailleurs. Mmh. Hein, on est dans cette petite bourgade qu'on ne quitte pas du début à la fin du film. Ils sont tous un peu au diapason, je le disais tout à l'heure, dans le côté un petit peu glauque, un petit peu pervers. Enfin, c'est un peu bordelland à ce niveau-là. C'est-à-dire que ils sont tous plus mauvais les uns que les autres, les uns vis-à-vis des autres. Et lui, il arrive, c'est un peu le chien dans le jeu de quilles. Et alors, il vient secouer le truc, effectivement. Alors, je trouve que ça arrive un peu brutalement, mais tu l'as dit, hein. Oui. Déjà, il arrive tardivement. Alors, il arrive à partir du moment où il y a réellement mort d'homme avéré. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il arrive tardivement dans l'histoire, puisque c'est quand même le personnage principal. Je crois qu'il est cité en premier dans le générique. Oui. Jean Poiret, il arrive quand même au bout de 40 minutes de film. Donc il y a quand même un gros tiers de film qui s'est déroulé à ce moment-là, avant qu'on le voit. Je sais pas comment il construit le roman d'ailleurs. Hein. Est-ce que dans le roman c'est pareil? Est-ce que le flic arrive tardivement? Je sais pas. Et puis alors le côté, je vais commencer à leur taper sur la gueule pour qu'ils parlent, arrive encore plus tard et de manière extrêmement abrupte. Quand il commence à tarter Belvaux, oui. Bon, je le savais, hein, je me rappelais que ça partait dans ce truc-là. Mais il y a ces deux scènes-là où justement il le tasse contre le mur, puis après il va lui chercher il va mouiller son mouchoir pour qu'il s'essuie. Voilà. Et après la scène avec Bouquet dans la salle de bain. Alors c'est pareil, moi la scène avec Bouquet, tu vois, les scènes de lavabo, il y en a quelques-unes de connues, hein, on citera pas le vieux fusil, mais si, ça y est, c'est fait. Par exemple, et celle-ci dans Poulet au vinaigre, tu vois, dans mon souvenir, elle était beaucoup plus vilaine que ça, beaucoup plus méchante. Bah, moi aussi, j'en avais un souvenir, Bouquet, il morflait bien. Ouais. Là, bon, il se débat pas beaucoup, il est pas nerveux, on a presque l'impression qu'il est content de se laver la figure. Quoi. Ouais. Donc, c'est ce que tu veux dire. Voilà, j'étais un peu en demi-teinte sur cette scène-là. Autant la scène où il tarte Belvaux, ok, elle a une efficacité. La scène avec Bouquet, qui pour le coup m'avait marqué à l'époque, je sais plus quand est-ce que je l'ai vu, hein. J'étais pas hyper vieux, je pense que c'est venu assez tôt dans mes découvertes ciné, Poulet au vinaigre. J'avais été impressionné par la scène du lavabo. Là, je suis un peu passé à côté. Enfin, ça m'a fait un peu la même chose. Mais voilà. Le fait est qu'au premier visionnage, surtout c'est des films qu'on a pu voir jeunes, ça. Oui, bah moi clairement. Ça, voir ces deux messieurs d'un certain âge qui sont à peu près propres sur eux se livrer à ce genre de truc-là, ça avait quelque chose d'assez inattendu. Exactement. Mais c'était peut-être ça aussi, effectivement, qui pouvait impressionner le jeune spectateur. Là, plus de 45 balais, bon, j'ai moins adhéré. J'ai moins accroché à cette séquence-là. On a vu d'autant plus de scènes plus percutantes dans le même registre aussi depuis, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, ça aussi, malgré tout. Après, voilà, moi, j'aime bien le film. C'est pas un Chabrol que je porte au nu non plus. Il y a quelques films du bonhomme que je préfère à celui-là. Bon, il y en a des moins bons, hein, évidemment. Moi, j'aime assez l'utilisation des personnages féminins, la façon dont ils sont représentés. J'ai parlé un petit peu de Pauline Lafont tout à l'heure. Caroline Cellier, je la trouve plutôt bien dans le non-dit, dans le je suis un peu allongui sur mon lit, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Non, puis elle dit presque plus de choses à rien dire finalement que si elle se mettait à parler. Il y a cette espèce il se passe des choses, quoi. De compréhension qu'il se passe quelque chose avec son amie Delphine. Oui. Et puis cette fidélité qui va finalement l'emmener à sa perte. Oui, exactement. C'est elle qui prendra la place du corps de son ami dans l'accident de voiture. C'est ça. C'est monstrueux quand même ce qu'ils lui font. Non mais c'est tordu. Après, de toute façon, le film est tordu. Hein. On imagine bien que c'est un genre de courtisane, pour dire les choses gentiment. Et la manière dont ces types-là l'utilisent de son vivant et post-mortem, c'est la dégradation ultime en fait. Oui, mais c'est un film vilain. Ouais. C'est un film assez vilain, je trouve. Et tout ça avec le sourire de la bonne de la bonne société locale, provinciale. Ouais, je suis d'accord. Après voilà, le film est efficace, durée standard pour un Chabrol, hein, on est sur du 1h45, je trouve que c'est pas mal calibré, il y a pas de gras, il y a quand même pas mal de personnages, c'est quand même assez dynamique dans l'enchaînement des séquences, voilà, il se passe tout le temps quelque chose, il se dit tout le temps un truc dans le dialogue, on s'ennuie pas, je trouve que voilà, c'est un film loin d'être désagréable. Mais peut-être que, alors, comme Quentin, mais pas pour les mêmes raisons, à la revoyure, j'ai peut-être été un petit peu déçu par rapport aux souvenirs que j'en avais. Oui. Voilà. Je suis pas mécontent de l'avoir revu, clairement, j'y serais revenu à un moment ou à un autre très probablement. Là, c'était l'occasion effectivement pour ta présentation.
Mais ouais, je l'ai peut-être un petit peu revu à la baisse, mais bon, avec tant d'années d'espacement entre les deux visionnages, je pense qu'il y a des films, ça joue soit en leur faveur, soit en leur défaveur, mais à un moment donné, ça a un impact. Bon, là, c'est un petit peu en sa défaveur, mais c'est une porte d'entrée pas forcément déconnante pour rentrer un peu dans l'univers et la filmo de Chabrol. Et puis, bon, c'est une galerie de gueule, quoi. Enfin, voilà. Il y a quand même ça. Et franchement, ça a valeur de témoignage à ce niveau-là, quand même. Oui, voilà. Il y a quand même une petite portion du gratin du cinéma français qui apparaît là-dedans. Et rien que pour ça, c'est largement estimable. Je suis toujours heureux de voir Jacques France dans des rôles. Ouais, carrément. On a parlé en off il y a quelques temps que tu avais regardé un film avec Émilie Dequesne. Où il était. C'est une femme de ménage de Claude Berry, où il a un rôle assez secondaire. Mais à chaque fois qu'il a une présence à l'écran, ce type-là. Bon, d'abord, il était quand même assez massif. Bon, cette voix. Alors moi, je l'ai toujours attaché évidemment à Mel Gibson. Oui, pour les gens qui se posent la question de VF de Mel Gibson, et de Robert De Niro. Et de Robert De Niro, voilà pour les plus c'est connus. Quand même pas négligeable. Et quand on voit, je trouve qu'il a le physique de sa voix. Ouais, il est très costaud. Voilà, c'est vraiment un ours, quoi. C'est ça. Et ouais, Jacques France, c'est un gars assez sympathique. Et puis là, dans ce film-là, c'est peut-être même un des rares qu'on pourrait estimer comme vaguement fréquentable. Oui. Parce que par rapport aux autres. Parce qu'il vit pas dans cette ville de fous. Et ben voilà, il vit pas à Bordelland. Parce que c'est vraiment une espèce de petite communauté, de petits patelins où quand tu as dit tout à l'heure que Lavardin vient foutre un coup de pied dans la fourmilière, il y a vraiment de ça, quoi. Complètement. Dans une petite un microcosme, micro-société où tout le monde se connaît, tout le monde respecte ou non les têtes pensantes et tout. Il y a de la magouille, il y a des voilà. Et lui, il arrive, il s'en fout, il vient complètement là-dedans. Voilà. Je sais pas s'il reste Mickaël, toi. Mickaël, si tu veux dire des trucs. Alors. Virgule. Si pour toi, Quentin, quand tu t'es foutu devant le film, ça a été un truc où tu t'es dit j'ai peut-être apprécié ce truc. Moi, rien que dans l'intro du film, j'ai trouvé ça du chiant. Je sais pas, ça m'a vraiment pas invité à rentrer dans le film, entre guillemets, cette espèce de où on suit le point de vue de l'objectif du photographe, où dès qu'il prend une photo, l'image se fige, mais le son continue. Oui. Je sais pas. Pour moi, oui, c'est un peu étrange, mais ça m'a pas. Pour moi, en fait, ça a annoncé ce que j'ai ressenti sur tout le long du film, une espèce de faux rythme qui me paraît démarrer à certains moments pour ensuite ne pas vraiment démarrer. C'est bizarre comme ressenti. Alors, je suis beaucoup plus dans le ressenti que vous. Je m'attache pas trop forcément à la technique pour ce film, mais moi j'ai ressenti vraiment ce truc de faux rythme. Ça part vraiment jamais. Vous citiez la scène où justement du lavabo. Moi je trouve que ça bande mou. C'est un peu ça, tu vois. C'est sur tous les trucs, même les patates qu'il met. Je sais pas. Il y a vraiment ce truc où ça démarre vraiment jamais. T'es plus ou moins victime du... Là, je pense, Bertrand l'a un peu dit tout à l'heure, t'es plus ou moins victime du fameux truc, c'est sûr que Poulet au vinaigre, à côté de tourner aujourd'hui le même film, c'est sûr qu'il leur fout des pains, il éclate un pif, il déboîte 3 dents, ça y va. Hein. C'est sûr que c'est pas du tout la même logistique en 85, a fortiori en France, parce que ça, faut pas non plus négliger cet aspect-là. Ça, c'est sûr. Au regard de ce qu'on peut connaître aujourd'hui et de situations équivalentes qui seraient filmées aujourd'hui dans le cinéma contemporain, oui, ça bande mou, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Même des choses qui auraient pu être tournées dans la trentaine d'années qui vient de s'écouler. Bien sûr, bien sûr, voilà. Mais on est encore et toujours dans ce truc du remettons le film dans le contexte. C'est voilà. Alors je suis le premier à dire que dans mon souvenir, moi je parle plus de la scène du lavabo. Dans la scène du lavabo, je la revoyais plus musclée, hein. Mais voilà, je la revoyais plus trash. Mais je crois qu'on est toujours dans ce truc-là, en fait. C'est un truc, un item qui revient assez souvent dans nos discussions dans la Horde. C'est que voilà, faut le resituer un peu dans son contexte. Après, dans ce cas précis, je te donne pas 100% tort.
Non, puis alors, c'est bien urbain de sa part. De toute façon, si t'arrives pas à rentrer dedans tout de suite, c'est compliqué d'y rentrer par la suite. Ouais, parce qu'en plus le film est pas accueillant au début. Non, mais c'est pas qu'il est. Enfin, si, il est pas accueillant du début jusqu'à la fin, en fait. Moi, c'est peut-être ce qui me manque. Il y a pas de rayon de soleil là-dedans. Même si, il y a Henriette, mais bon, voilà, c'est... Non, moi, je le vois critique pas Pauline Lafont. Non, mais je vais pas critiquer Madame l'actrice, mais son rôle, pour moi, il a rien de mélioratif pour Louis, c'est ça? Oui. Disons qu'il passe de l'influence de sa mère à cette influence à elle, Oui, voilà, c'est le mec, il se laisse driver, elle lui donne des ordres, sa mère lui donne des ordres. Enfin, c'est pas de la faute à Henriette non plus. Oui, mais enfin... Il est con. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, bref. Mais d'accord. Il y a aucun rayon de soleil pour moi là-dedans. Et c'est sombre, je suis assez d'accord. C'est sombre, c'est dégueulasse. Enfin, je sais pas. Mais t'as pas envie d'aller t'y balader dans le bled. Non, mais t'as pas envie de t'y balader. En plus, moi, tu additionnes le rythme qui me convient pas. Les scènes, je vais pas aller dire des scènes de baston parce que ça serait. Ça c'est pas des scènes de baston, mais les scènes d'interrogatoire un peu musclées. Je m'y suis pas retrouvé. Du coup, ça fait que moi j'ai moyennement aimé ce film. C'est pas grave, on s'en fout. Mais après, je reconnais que ça joue. Là, ça joue parce que je pense que de toute façon, ce côté mal aimable du film, Chabrol, il a voulu le faire ressentir par le jeu de ses acteurs, avec sa direction d'acteur. Donc si j'ai ressenti ça, ça veut dire que forcément, ça joue bien. Poiré, moi, je ressens pas trop le contre-emploi parce que c'est la première fois que je le vois à l'écran. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave, moi... Dès qu'il est arrivé, il m'a un peu rappelé l'acteur des Y a-t-il un flic? Oui, mais dans son espèce de regard un peu goguenard, un peu taquin, un peu coquin. Oui, puis les cheveux blancs, visage probablement proche. Oui. Puis il a un regard, j'ai l'impression qu'il a du mascara, ce monsieur. Mais c'est bizarre, il a un regard profond. Enfin, c'est un ressenti bizarre. Il avait une gueule. Hein. C'était une gueule, ça c'est sûr. Donc. Oui, je reconnais qu'il y a de la mise en scène, c'est cool. Il y a les acteurs, ça joue bien. Mais le côté mal-aimable du film m'a pas aidé à rentrer dedans. Et c'est ce qui fait que j'ai moyennement bien aimé ce film. Je ne vais pas passer un mauvais moment. Mais il m'a pas invité à... Il m'a pas pris par la main, celui-là. Non, ça c'est sûr. Non, il fait pas trop ça, non. Mais c'est pas un truc que fait Chabrol de toute façon, en général. Dans l'absolu, non. Ouais, et j'irai même un peu plus loin. Je viens d'avoir une réflexion, je tente un truc. Allez, oh putain. Je tente un truc. Alors, je sais pas par quel bout le prendre, mais je me suis fait la réflexion que c'est quelque chose qui était aussi plus commun à l'époque de faire des films un peu comme ça, en France, je parle, en France, des films, et je me fais la réflexion qu'à l'époque, on faisait plus facilement aussi des films provinciaux. Oui. La province était plus mise en avant. J'ai l'impression peut-être qu'aussi avec le cinéma français, depuis je sais pas combien de temps, peut-être 15-20 ans, je ne saurais dire, il y a une espèce de scission qui s'est fait entre la vie parisienne et la vie plus provinciale, et où on a moins de facilité à se dire, à mettre un petit bled en France, paumé, et raconter quelque chose dedans, comme si un certain public important pour le cinéma français en termes d'entrée, le public parisien, s'y retrouve moins, et qu'il y a... Alors je sais pas si c'est quelque chose sur ce que je dis est sensé, quoi, mais j'ai l'impression qu'à l'époque il y a plein de films ou des films avec du Delon, des films très populaires de l'époque où ça se passe à la campagne et ça peut être morose et tout. Aujourd'hui, des films à la campagne français, c'est pas si morose que ça. Souvent c'est un peu lumineux. C'est de la comédie. Hein, ça peut être parfois de la comédie noire. Il y a pas de docteur, il y a le docteur le truc qui avec vient. Boss, pas de personnage à la fois, qu'il a réalisé, je crois, un truc comme ça. Un ours dans le Jura ? Ouais. Ah oui, qui est pas mal d'ailleurs. Ouais. Alors ça, si ça a bien été une surprise, oui. Oui, un ours dans le Jura. Moi, je pense que c'est juste qu'il y en a moins, Quentin. Je pense que t'as pas tort. C'est pas qu'il y en a plus des films provinciaux, il y en a qui se passent. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est juste que peut-être la proportion de ces films-là par rapport à la globalité de la production française, je pense que c'est juste qu'il y en a moins.
Effectivement, il fut une époque où il y en avait quand même pas mal. Après, ce serait intéressant de se pencher dessus, parce que là, je me suis pas spécialement posé la question. Ouais, puis la remarque est. Puis la société évolue, peut-être que les codes un peu, les comportements qu'on pouvait retrouver à la province étaient moins étrangers au reste de la France, aux Parisiens, etc. Qu'aujourd'hui, il peut y avoir parfois des scissions plus... Je sais pas, peut-être... À l'extrême, je pense que c'est une donnée qui n'intervient que si c'est une intention de l'auteur, je pense. Ouais. Maintenant, on est dans un truc... Ça va être plus de l'évocation. Alors, si on est à Paris, on sait qu'on est à Paris. Si on est à Lyon, on sait qu'on est à Lyon. Mais si on est quelque part où c'est pas forcément précisé... C'est pas grave, parce que c'est pas l'aspect important de l'histoire. Ça ne va être précisé que si ça apporte quelque chose à l'histoire, je pense. Ouais, puis aussi un élément tout simple qui est que on a plus de cinéma américain et pas français qui est diffusé aujourd'hui, et les spectateurs ont beaucoup l'habitude aussi de voir des films pas français. À l'époque, c'était plus commun. Que c'est vrai que vu d'ici, que l'action d'un film américain se passe au milieu du Colorado ou à côté de Las Vegas ou dans le New Jersey, il y a quand même déjà physiquement peu de chances qu'on perçoive la différence. Oui. Et que, voilà. Alors peut-être qu'on est aussi dans un truc globalisé aussi comme ça dans le cinéma français. Possible. Mais du coup, pour essayer de revenir un peu sur ce que tu disais, Mickaël, je me dis que ça va peut-être avoir un aspect, puisque moi qui ai quand même vu un peu plus de films que toi de cette période-là français, j'aime bien le cinéma français des années 60, 70, même avant, hein, voilà. J'ai moins senti cette espèce de faux rythme dont tu parles, mais je vois ce que tu veux dire. Mais parce que je crois que j'ai plus l'habitude que toi de voir des films de cette période-là. Avec effectivement, c'est une espèce de mood dans lequel il faut rentrer, on filme pas les films aujourd'hui comme on les filmait à l'époque. T'avais eu un peu, en plus du malaise, t'avais eu un petit peu le même genre de jugement sur Un éléphant, ça trompe énormément. Oui, me semble-t-il, ouais. C'était aussi un des reproches que tu faisais un petit peu en... Oui, voilà, c'est que... en fait, à partir du moment où je pense j'arrive pas à bien m'identifier à un personnage, au moins où m'accrocher à quelque chose... un peu d'empathie. J'y arrive pas, en fait. Mais après, c'est plus fort que moi. Hein. Là, on est purement dans l'émotionnel, et du coup, voilà... Ah oui, moi j'ai ressenti aucune émotion pour aucun personnage devant ce film. Mais ça, je pense que c'est normal, parce que moi, très sincèrement, non plus. Il y a aucun personnage particulièrement aimable dans le film, hein, voilà. Parce que même le personnage de Pauline Lafont, au-delà de ce qu'elle dégage, d'être incroyablement belle, ce qu'on veut, est-ce qu'on peut tomber facilement amoureux du personnage? Je suis pas sûr. Elle est spéciale, elle est tordue. Hein, voilà, c'est ça. Le personnage est quand même un peu barré. Même le barman, parce qu'il finit par le regarder, et l'autre il est en train de sniffer la chemise de nuit de Caroline Cellier. Ouais. Non, il y a personne franchement dans le film. Hein. Personne n'est réellement innocent. Tu as même le patron du bureau de poste qui arrive à chaque fois en donnant l'heure. Machin. C'est sûr qu'en termes d'identification, le film est problématique. Enfin, problématique, non, c'est pas qu'il est problématique, c'est qu'il ne propose rien dans ce sens-là. Ça m'a fait ressentir un truc, tu vois. C'est même à un moment j'ai rigolé là quand pendant la présentation du flic. Où son espèce d'envolée sur ses œufs le matin, que ça fait tant. Il sait exactement combien d'œufs il a mangé depuis le début de sa vie. Et c'est rigolo, hein, c'est rigolo, le flic avec ses 2 poules, lol, parce que poulet, voilà. Non, je trouvais ça rigolo. Je savais ce que ça voulait me transmettre, mais après, bof. Je suis désolé, on va terminer sur mon avis bof. Mais non, mais de toute façon, peu importe, ici ou un peu plus tôt. C'est mieux de dire bof que de se forcer à dire qu'on aimait alors que c'est pas le cas. C'est pas l'ADA. C'est pas l'ADA. C'est pas l'ADA, exactement, c'est joliment dit. Mais du coup, si on a terminé sur... puisque tu vas pouvoir garder le bâton de parole pour pouvoir nous présenter ton film, mon cher Mickaël. Ouais, écoutez, c'est parti pour Magnolia. Stressful, and I'd hope to have a relationship that is very calm and undemanding and loving. So if you are this person, please leave me a message. I have a son, you know. You do? In this big game that we play in life, it's not what you hope for, it's not what you deserve, it's what you take. I'm Jimmy Gator. Alors, pour commencer, je dois vous faire une confession. Messieurs, je suis un grand fan de Tom Cruise. Qui l'aurait cru ? Pour moi, c'est l'un des plus grands acteurs de sa génération et sa filmographie en est la preuve.
Il a collaboré avec des réalisateurs d'une renommée internationale comme Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, Tony Scott, Oliver Stone, Ron Howard, Brian De Palma, Neil Jordan, Michael Mann, J.J. Abrams, Robert Redford, James Mangold ou encore Brad Bird. Ça en fait beaucoup. Bien évidemment, j'en oublie quelques-uns, mais cette liste peut déjà vous prouver mes propos. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des collaborations de l'acteur que je viens de vous citer, mais plutôt d'un rôle totalement à contre-courant dans sa carrière. Car oui, Tom Cruise incarne traditionnellement des personnages charismatiques, arborant une attitude de jeune premier, ou tout simplement des hommes d'action. Mais sa filmographie n'est pas dénuée de personnages hauts en couleur. On a déjà pu voir Tom en vampire troublant dans Entretien avec un vampire, en tueur à gages implacable, un peu grisonnant, dans Collatéral, ou en producteur de cinéma complètement déjanté dans Tonnerre sous les tropiques. Mais il a pas genre 5 minutes à l'écran dans Tonnerre sous les tropiques ? Il en a un peu plus. Un peu plus, mais on le voit très, c'est vraiment un rôle secondaire. Ok. Mais qui est très très fun. J'ai pas vu depuis le ciné, donc il y a 16 ans, 17. Ouais. Faut que je revoie. Alors, pourtant, c'est bien son rôle d'instructeur en séduction dans Magnolia que j'ai choisi aujourd'hui pour illustrer la thématique choisie par Bertrand. Donc le contre-emploi. Il vous en prie. Oui. Alors, il faut savoir une chose, je n'avais jamais vu ce film avant de le choisir, et c'est justement la collaboration entre Tom Cruise et le réalisateur Paul Thomas Anderson qui m'a intrigué. J'étais curieux de voir ce que cette collaboration artistique allait donner. Alors, sans plus attendre, plongeons dans l'univers de ce film choral de 3 heures. Alors, avant toute chose, messieurs, dames, faites très attention. Le nom Anderson est très répandu à Hollywood, et il est étonnant de voir à quel point les réalisateurs qui le portent sont à des années-lumière les uns des autres. On a Wes Anderson avec sa symétrie et ses couleurs pastel. On a Paul W.S. Anderson avec ses adaptations de jeux vidéo et ses explosions. Et puis on a Paul Thomas Anderson avec ses drames humains intenses et complexes. C'est un peu comme s'ils s'étaient partagé le cinéma, l'un a pris l'art, l'autre le divertissement douteux tant sa qualité laisse à désirer, et le troisième qui nous intéresse aujourd'hui, l'âme humaine. Alors, est-ce que la leçon est bien retenue ? Parce que sinon, je vous envoie Quentin, qui vous réserve un supplice à la hauteur de son imagination, peut-être un visionnage forcé et en boucle de Lost in Translation. Quelle horreur ! Quoi ? Mais c'est gratos, ça ? Quoi ? Oui. C'est d'une gratuité. Moi, je serais toi, je me lèverais, j'en collerais une. Genre... Bah, non, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai rien demandé. Si tu veux, je le tiens. Et je t'emmerde. Lost in Translation est un chef-d'œuvre et je t'emmerde. Je t'emmerderai toute ta vie avec ça. Mes bêtises terminées. Je peux donc vous parler du réalisateur mis en lumière aujourd'hui dans ma chronique, donc Paul Thomas Anderson. Donc, Polo est un réalisateur, scénariste et producteur américain, fils de l'acteur Ernie Anderson, qu'il fera d'ailleurs jouer dans son premier long-métrage. Il s'intéresse très tôt au cinéma, réalisant son premier film à l'âge de seulement 8 ans. Bizarrement, on n'a jamais vu les rushs, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Adolescent, il tourne un court-métrage The Dirk Dickler Story en 1988 qui servira plus tard de base pour son film Boogie Night avec Marky Mark. Il est devenu assistant producteur à la télévision pour ensuite arriver en 1996 au cinéma en tant que réalisateur avec Double Mise. Et ensuite, l'année suivante, Boogie Night, et c'est 2 années plus tard, en 1999, qu'arrive le sujet du jour, Magnolia. Il me semble qu'à l'époque, il avait 27 piges. Je suis nul en calcul. Oui, il est de 70, donc... Ouais, il l'a tourné à 28, quoi. Tranquille. Oui. Notre âge, quoi, Michael. Ça va ? Moi, ça va. Moi, je vous vends des mangas. J'ai aucune honte. Ah non, pas honte non plus, mais bon. Il avait notre âge quand il a fait ça, quoi. Donc, Magnolia, de quoi ça cause ? Alors, le film se déroule sur une seule et même journée dans la vallée de San Fernando à Los Angeles et suit les destins entremêlés de plusieurs personnages, tous en proie à des traumatismes passés et une profonde solitude.
Bien que leur vie semble sans lien, ils sont connectés par un fil invisible de la coïncidence, de regrets et de thèmes communs. La rédemption, le pardon, les relations complexes entre père et enfant et le poids du passé. Leurs histoires se croisent et se répondent, culminant dans un final mystérieux et surréaliste, une pluie de grenouilles qui s'abat sur la ville, offrant à certains une chance de rédemption et de confrontation avec leur propre vérité. Voilà pour de quoi ça cause. En tout cas, de ce que ça raconte. Oui, t'as quand même spoilé un élément important du scénario à la fin, mais on avait dit qu'on spoilait, donc on s'en fout, mais... Ouais. Oui. C'est vrai que ça arrive tôt dans la chronique, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, on en parlerait, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, je vais en venir. Oui. À l'explication de pourquoi des grenouilles. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, on va commencer par le point casting. Qui est l'un des points les plus importants du film, puisqu'il est absolument énorme. Pour commencer, pas mal d'acteurs de Magnolia sont des collaborateurs réguliers de Paul Thomas Anderson. En tête, Philip Seymour Hoffman, qui a plus de 5 apparitions dans le cinéma du réalisateur. On a aussi John C. Reilly, Philip Baker Hall, qui sont à 4. Melora Walters, Louise Gussman en sont à 3. Et Julianne Moore, William H. Macy et Alfred Molina, parce que oui, il y a Alfred Molina dans Magnolia. Et oui. Signe deux apparitions dans le cinéma du réalisateur. Et là, vous vous dites, putain, sympa le casting. Mais dites-vous que ce n'est pas terminé, puisque pour certains, Magnolia n'a été qu'un coup d'un soir avec Anderson. Et quel coup d'un soir, d'ailleurs. Comme par exemple pour Jason Robards, donc, qui joue le père de Tom Cruise, Earl Partridge. Partridge, ouais, un truc comme ça. Que l'on connaît pour son rôle dans des films comme Il était une fois dans l'Ouest, coucou Quentin, coucou, Les Hommes du Président, Philadelphia, etc. Mais aussi notre contre-emploi du jour, Tom Cruise, que j'ai présenté il y a quelques minutes. Alors, pour ce qui est de la genèse du film, suite au succès de Boogie Night du réalisateur, Paul Thomas Anderson a obtenu des producteurs de New Line un achat de son nouveau script sans avoir lu le moindre mot. Le scénario était pourtant d'une longueur inhabituelle, 190 pages, ce qui est énorme, soit encore plus long que celui de Boogie Night, qui avait déjà inquiété le studio à l'époque. Malgré les pressions pour couper le film, Anderson a tenu bon et il eut finalement le dernier mot sur son Final Cut. Mais pas sans condition. La première, le réalisateur a dû accepter une tête d'affiche en la présence de Monsieur Tom Cruise, et donc il lui a écrit un rôle sur mesure, qui dénotait un petit peu dans sa filmographie d'ailleurs, d'où la présence dans la thématique de Bertrand. La seconde, le studio a également demandé que la durée du film ne dépasse pas les 3 heures. Alors spoiler, c'est une condition qui n'a pas été respectée par Anderson, parce que je crois qu'il fait 3h08, je crois. Donc, voilà. Générique inclus, donc du coup ça marche pas. Il n'est pas dans les clous. Voilà, et alors que il a quand même, il avait son premier montage amené le film à 1/4 d'heure de plus, et il a quand même coupé 1/4 d'heure sur son film. Voilà. Le film, faut savoir, est profondément personnel pour Anderson, puisqu'il fait écho à sa vie. Le personnage de Earl Partridge, qui meurt d'un cancer, a été inspiré par la mort du père d'Anderson, décédé 1 an avant le tournage. Donc, on va attaquer mon avis sur Magnolia. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Magnolia ? De Magnolia. Alors, je dois vous confier que Magnolia est un putain de coup de cœur. La première chose qui m'a frappé, c'est ce casting absolument incroyable. Paul Thomas Anderson a réuni une constellation de talents et on sent que chaque acteur donne tout ce qu'il a. Enfin, franchement, ça se voit à l'écran. J'ai une affection toute particulière pour la scène au restaurant avec John C. Reilly, le policier, Jim Curring, et Melora Walters, qui joue Claudia Gator. La maladresse et la vulnérabilité de Reilly dans cette scène m'ont particulièrement touché. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
On peut revenir facilement sur la performance de Tom Cruise en gourou misogyne qui est à la fois fascinant et répugnant, et sa confrontation avec son père est d'une rare intensité pour un acteur comme Tom Cruise. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir de Tom Cruise. De même pour la détresse de Julianne Moore à la pharmacie, qui m'a totalement brisé le cœur. Ou la tendresse de Philip Seymour Hoffman dans ce rôle d'infirmier qui est totalement bouleversante. Grâce à ses efforts, il réussit une chose impensable en réunissant un père et son fils. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'il ne serait pas aussi gentil avec Tom Cruise dans Mission Impossible 3. Ouais, il y a des scènes, c'est trop marrant de les voir ensemble. Hein. Ouais. Quand il lui fait rentrer chez son père avec les chiens et tout, ils sont trop gentils et tout. Je dis, c'est 5 ans plus tard, ouais, Mission Impossible 3, c'est pas la même relation. Bref. Ce qui m'a aussi conquis, c'est la mise en scène. Pour moi, c'est du bonbon. Anderson use de plans séquences pas mal de fois dans son film, du moins j'en ai eu l'impression. Il suit souvent ses personnages et nous entraîne dans ses histoires avec une fluidité incroyable. Le plus marquant pour moi, ça reste au début de l'émission des gamins. Ça m'a vraiment donné l'impression que tout était lié, que tous ces personnages sont connectés d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne se croisent pas directement. C'est grâce à ça que j'ai absolument pas vu les 3 heures passer. Le rythme m'a hypnotisé, je me suis laissé porter d'une histoire à l'autre sans jamais m'ennuyer. Et chose pas si facile à faire dans un film choral, j'ai ressenti un lien émotionnel avec chaque personnage. Il n'y en a pas un plus bas que l'autre, pour moi, ils sont tous géniaux. Mais j'ai quand même une préférence pour le personnage de Jim Curing, le flic interprété par John C. Reilly. Sa sincérité et sa simplicité sont pour moi un vrai rayon de soleil dans ce film plein de personnages brisés. Et bien sûr, il y a cette pluie de grenouilles, une scène tout aussi absurde que poétique. Et pourquoi des grenouilles ? J'ai fait mes petites recherches et figurez-vous que c'est tout droit sorti de l'histoire biblique des 10 plaies d'Égypte. C'est un clin d'œil direct au 2e fléau où une invasion de grenouilles s'abat sur l'Égypte pour punir le pharaon qui refuse de laisser partir le peuple hébreu. Je crois que c'était pour suivre Moïse, parce que le peuple hébreu était en esclavage, tout ça. Je suis pas un expert de la Bible. Après cette petite recherche, j'ai pu me rendre compte de l'importance de cette scène en tant que climax du film. On peut voir cette scène comme une intervention divine servant de jugement comme de rédemption pour les personnages, les forçant à affronter leurs démons intérieurs. En fin de compte, Magnolia est un film sur la solitude et le besoin de connexion, et Paul Thomas Anderson nous le fait comprendre si facilement. C'est ainsi que se termine ma chronique et je vais pouvoir vous laisser la parole, messieurs, mes camarades. Merci bien. On va passer au film. Bah non, l'émission est finie. On passe à la suivante. Non, je rigole. Non, très bien. En fait, t'as lancé plein de pistes. Ouais. Comme tu fais à chaque fois d'ailleurs. J'ai plein de choses à dire. Mais oui, moi c'est pareil. Alors, il y a quand même un truc. Là, je pense qu'on va tous s'accorder là-dessus, c'est que c'est un putain de directeur d'acteur. Ouais, oui, il a tendance. Moi, je me suis fait cette réflexion entre 1000 autres à la fin du film et même pendant d'ailleurs. C'est que je crois qu'il n'y a pas un des comédiens aussi bon. Non, de toute façon, ils sont tous bons, mais il les a tous poussés dans des retranchements, des situations. Ils ont tous leur morceau de bravoure, je trouve, à un moment ou à un autre. Il y a vraiment. Alors, toi, t'as mentionné des petites préférences pour certains, etc. Je vais le faire aussi, hein. Mais je crois qu'ils ont tous, alors avec plus ou moins d'intensité, suivant le parcours de chacun, leur personnalité, parce que les personnages sont remarquablement écrits, je trouve. Pareil, le scénario, on pourrait en parler, mais je sais pas combien de temps il a passé sur son script, mais on sent que c'est un truc qui a été bossé. C'est pas écrit sur un coin de table 5 minutes avant de tourner. Et mais la plupart, ils ont des scènes fortes. Alors t'as cité Tom Cruise face à son père. On pourrait en citer une autre d'ailleurs avec Tom Cruise. Quand il est face à le journaliste. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il y a quand même. D'ailleurs, à un moment donné, le journaliste disparaît des champs contre champs. Oui. C'est-à-dire que ça, je l'ai remarqué. La séquence, elle est découpée en plusieurs segments, on va dire, parce qu'il y a tout un bloc du film qui est monté en alternance. Il y a une espèce de bloc central dans le film, dans ouais, qui dure bien une bonne heure, 1h15, un truc comme ça. Ouais. Et qui passe à une vitesse fulgurante parce qu'il y a un sens du montage, du rythme.
dans toute cette partie-là que je trouve absolument dingue. Il entremêle le jeu télévisé avec les mômes, l'interview de Cruise avec la journaliste, des séquences avec Jason Robards en train de mourir sur son lit, et puis donc l'infirmier joué par Seymour Hoffman, etc. Des séquences avec John Cireilli et Melora Walters, etc., etc. Il mêle tout ça. Enfin, j'en oublie, hein, bien sûr. Mais ici aussi, qui est dans le bar, là. William H. Macy. Oui, alors, je l'oublie. Alors, c'est presque, c'est presque conscience. J'en parlais en off avec Mika. C'est peut-être l'arc narratif qui me touche le moins. J'ai bien dit qu'il me touche le moins. Je ne dis pas qu'il n'y a rien dans cette partie-là, attention. Hein. Mais c'est peut-être celui où je me suis le moins senti impliqué. C'est le moins fort, mais j'aime bien sa fin. Tout à fait. La dernière partie avec le vol. Une fois qu'il y a eu, avec le vol. Dès qu'il se décide en fait à faire des trucs et du coup à faire la connerie et tout. Ça débouche sur quelque chose d'assez passionnant. Dès Puis qu'il se décide à faire quelque chose, c'est la merde. Oui. Ça par contre c'est sûr aussi. C'est tout le sel du film, c'est que genre à la fin il se passe quelque chose qui est en lien avec un autre personnage, donc ça fait écho et donc c'est intéressant et sa fin d'arc à lui permet aussi de faire avancer l'arc d'un autre personnage. Non mais c'est assez dingue. La construction du film, le jeu des acteurs, ils ont tous ces moments ces morceaux de bravoure que je trouve dingues. Donc oui, j'en reviens à Tom Cruise, il y a cette séquence avec la journaliste, à un moment donné, elle disparaît des champs contre champs, et on n'a plus que des plans fixes sur Cruise, qui est presque, alors j'allais dire de moins en moins expressif, mais c'est pas complètement vrai, il parle plus beaucoup, mais alors on entend la voix de la journaliste qui lui pose des questions, etc. Et tout passe dans le regard, dans les mâchoires, il a une espèce de jeu facial, il se passe quelque chose, alors rien d'extrêmement expressif, mais on sent qu'il se passe quelque chose, on sent que la Cruise est réellement en train de jouer, à tous ceux qui disent que Tom Cruise est un mauvais acteur. Là, je pense que dans Magnolia, il prouve largement le contraire. Enfin, la séquence, elle est dingue. Hein. Alors, celle avec son père, oui, mais je crois que j'ai peut-être encore une préférence pour celle avec la journaliste que je trouve assez folle. Tu parlais de John Cireilli, donc le flic là qui vient voir ce personnage de la jeune femme droguée. Alors je sais plus le nom du protagoniste, hein, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Claudia. C'est Claudia. Merci. Ouais. Voilà. La fille de Philippe Baker Hall, voilà, qui lui est animateur télé, qui s'occupe de l'animation du jeu avec les mômes. Bon, oui, puisque effectivement tout est connecté. Dont Jason Robards était producteur historique. Voilà, c'est ça. On le découvre qu'à la fin. Oui, c'est ça. Quand il y a le générique. Et... alors non, on le comprend plutôt dans le film quand même. Ah bah moi j'avais pas percuté. Bah parce que c'est bien marqué partout. Il a fait une carrière à la télé. C'est parce qu'on a son nom. On a le nom très tôt dans le film, le nom du personnage de Jason Robards. On sait qu'il s'appelle Earl Partridge assez tôt dans le film. Oui, et le bâtiment dans lequel est tournée l'émission, genre c'est marqué partout, production Partridge partout. Oui, non, il a raison. Moi j'ai vu ça au générique en fait. Ouais. Et comme on sent qu'il a de la thune, il est mourant, donc ça veut dire que son succès est ancien. Et que Tom Cruise dit que son père a bossé dans la télé, machin, voilà quoi. On se dit ok, c'est un ancien puissant. Après, moi, j'avais déjà vu le film il y a quelques temps, mais je trouve que le lien se fait quoi. Voilà. Oui. Mais c'est pas le truc c'est pas crié effectivement, mais c'est bien marqué. Voilà. Bref. Donc voilà. Alors du coup, je suis plus sûr que j'étais moi. Ils avaient tous eu leur truc, leur moment de bravoure, etc. J'étais sur Tom Cruise, John Cireilli. Oui, John Cireilli, voilà, c'est ça. On en a parlé en off aussi. Et ça, je m'en rappelais pas des masses parce que moi, Magnolia, je l'avais vu il y a très longtemps, mais très très longtemps, pas très longtemps après sa sortie. Donc ça fait un paquet d'années puisque le film a maintenant 25 ans, 26 ans. Ouais. Et alors, Melora Walters, qui est pas archi connue au demeurant, tu l'as citée, elle a joué plusieurs fois pour Anderson. Je sais pas, il se passe un truc avec elle, il s'est passé un truc tous les plans où elle apparaissait. Mais alors, sans exception. Et c'est pas un hasard si le film finit sur elle. Ouais, oh là là. Mais bordel, là je suis désolé, mais bordel, chaque plan où elle apparaît, elle m'a fait halluciner. Elle a une manière de jouer, elle joue le côté camé, quand elle se fait ses lignes de coke, là, de machin, peu importe quoi. Tout dans son jeu souligne le côté de la dépendance, machin. Et on a envie, en fait, on s'identifie. Alors, et c'est là où je te rejoins pour John Cireilli, c'est qu'on s'identifie à lui. Moi, je serais à sa place. Je crois que je pourrais pas me décoller de chez cette fille, m'en détacher tellement il se passe un truc. Il y a une espèce de comment dire. Elle a un côté magnétique dans tous les plans où elle apparaît. C'est une actrice, une comédienne
joli mais sans ostentation. C'est voilà. Julianne Moore est presque plus impressionnante dans son style. Enfin voilà. C'est compliqué d'avoir de l'ostentation quand t'as une gueule de camé comme ça aussi. Et ben oui, mais c'est très marqué quoi. Mais oui, mais c'est ça que je trouve dingue, c'est que moi il y a un truc, mais à chaque plan où elle était, il se passe un truc à l'écran. Je sais pas, moi, j'étais fasciné. Elle a une présence dingue. Et vraiment, elle est. Alors, est-ce que Anderson y est pour quelque chose? Probablement. Est-ce que c'est une bonne actrice? Certainement. Mais putain, je voulais le souligner parce que moi, ça me fait pas souvent ça dans des films. Ça me le fait de temps en temps. Mais ça me fait pas souvent ça. Là, cette comédienne, j'avais presque hâte à chaque fois de revenir à des plans, à des séquences où elle était là. Alors au bout d'un moment, de toute façon, elle quitte plus. Enfin, John Cerny, il la quitte plus, et inversement. Bon, même si lui, il y a son histoire de flingue, il perd son flingue, etc. Ça, c'est pareil, c'est fou. Voilà, quand il cherche son revolver, là, qu'il est désespéré, le mec, on a l'impression qu'il a tous les malheurs du monde. Alors, il vient juste de perdre son flingue. C'était l'homme le plus heureux du monde, et voilà. Là, genre, rien ne pourrait m'arriver de pire. Ah là là, il est fabuleux. Enfin, et les scènes où ils sont tous les deux, donc tu l'as souligné, la scène de resto, mais cette scène finale où lui, tu ne le vois que de dos, tu l'entends parler, mais où il finit par s'asseoir sur le lit. Il s'assoit sur le lit, donc tu as son dos, etc. Et elle est partagée entre putain, il est gentil avec moi, putain, ma vie elle est peut-être en train de prendre une autre tournure, mais tu sais qu'elle est de toute façon pas sortie de la merde dans laquelle elle est, entre la drogue, le problème qu'il y a avec son père qui est pas réglé, et puis elle sait pas encore ce qui va lui tomber dessus parce que bon, le père de toute façon ça finit pas super bien de son côté. Enfin bon, c'est enfin il y a des espèces de perspectives post-génériques. Tu te dis bon, le film s'arrête là, mais ça s'arrête pas là pour les personnages, mais de conclure le film sur ce personnage-là, je crois que j'aurais fait la même chose à la place d'Anderson. Il se passe un truc avec cette fille. Vraiment, c'est. Voilà, je vais pas épiloguer un quart d'heure dessus. Et en plus sur un regard caméra. Ah ouais. Puis quel regard caméra avec les premières notes de guitare dans le morceau de Saimi, parce que Aimé Man, cette BO là, oh là là. Ah ouais, non, mais faut parler de la musique aussi. Il y a trop de trucs à dire. On peut parler de la musique évidemment. Mais enfin voilà. Bon, j'arrête là sur Melora Walters, mais alors vraiment. Absolument hallucinante. Bon, Cruise, on l'a évoqué à plusieurs reprises. J'ai évoqué donc cette espèce d'énorme bloc montage en alternance et tout. Enfin, il a un sens du rythme, du montage, Anderson. En plus d'être un putain de scénariste, d'être un sacré metteur en scène. T'as souligné quelques plans séquences, pas piquer des verres, voilà. Petit héritage Scorsese, je trouve. Ouais. On pourrait parler de Scorsese, ouais. Franchement, non. Là, il se passe vraiment un truc. Le film fait 3h08, je le soulignais tout à l'heure. Il en paraît 2 heures. Oui. Voilà, hein, c'est franchement. Tellement moins. C'est fou, hein. Et non, c'est impressionnant à tous les niveaux. Et je suis pas quelqu'un de sensible devant les films, etc. Mais les séquences avec Philip Seymour Hoffman, putain. En plus, il a tendance à faire des plans. Il sait ce qu'il fait en filmant ses acteurs. Il sait très bien qui il est en train de filmer. Il sait très bien ce qu'ils sont en train de jouer. Et pour cause. Et il fait durer les plans. Il fait durer. Et c'est là où on se rend compte qu'on a affaire à une palanquée d'acteurs qui sont vraiment costauds. Et Hoffman, alors on n'a pas besoin de dire tout le bien qu'on pense à peu près tous autour de la table de ce gars-là. Philip Seymour Hoffman, là, il tient un rôle absolument dingue. Alors qu'il joue un infirmier qui a un rôle passablement secondaire dans le film, mais il est, je trouve, primordial aux qualités globales du film. Tu le retires, il manque un truc. Sachant que Jason Robards, lui, est quand même plutôt hiératique dans son lit, et pour cause, il est mourant, etc. Et que finalement, c'est Seymour Hoffman qui apporte l'émotion dans ces scènes-là. C'est lui son interlocuteur dans la plupart des scènes, hein, puisque Cruise arrive tardivement devant son père. Son personnage n'a pas de côté sombre. Non, parce que en fait, Anderson nous donne l'impression qu'il va aller dans le sombre quand il appelle et qu'il demande vous avez tel magazine. Et c'est que des magazines de boules. Tout à fait. C'est ça. Et il en prend 3 ou 4. Et en fait, on comprend que c'est la pub du personnage de Tom Cruise qui est faite dans ses bouquins de boules. Et c'est comme ça qu'il va retrouver Tom Cruise pour son père. Mais du coup, il a aucune noirceur, ce personnage-là. Non, c'est vrai. Même si, malheureusement, par ses gardes, il va faire mourir un des chiens. Oui, c'est vrai. C'est tout. Il est très sensible. Il a une sensibilité qui est très communicative. Le plan où il fait fumer
Jason Robards. Il fait semblant. Et oui, il dit une clope et tu te dis, ouais, bah c'est son infirmier, du coup il va lui accepter, de toute façon il va mourir, qu'est-ce que tu veux. Et il lui tend une fausse cigarette et l'autre l'attrape, il fume. Et... non, mais c'est génial. Même son empathie via Tom Cruise qui retrouve son père et qui lui dit tu vas pas mourir enculé, mais enfin avec toute l'intensité que Tom Cruise peut y mettre et le fait qu'en fait il veut pas du tout que son père meure. Et il y a une espèce de plan où tu disais qu'il fait durer les plans Anderson, où t'as un plan fixe sur la figure de Hoffman qui est en train de chialer sa putain de race, et toi t'es là en mode ouais, non, c'est bien. Non, je n'en sors pas indemne de cette scène. Ça emmène, c'est pas possible. C'est impressionnant. Et puis alors, j'ai pas parlé de Julianne Moore. Alors, Julianne Moore, c'est pas une actrice à laquelle je suis sensible dans l'absolu. Oui. Elle me dérange absolument pas. Elle a tenu des rôles très bien. Elle a un physique particulier. Elle a un charme. Elle a quelque chose. Je crois que le meilleur rôle où je l'ai vu, j'en ai vu quelques-uns. J'ai pas vu l'intégralité de ses films. Je crois que mon rôle préféré de Julianne Moore, c'est dans Magnolia. Elle est absolument dingue. Bah moi, ça se bat entre celui-là et Boogie Nights parce qu'elle est trop forte. Il faudrait que je le revoie. Mais là, moi, la scène où elle va chez le notaire là pour faire changer le testament, l'avocat. Là... Ah là là, alors, on commence par dire, bah putain, tu parles d'une saloperie, elle s'est mariée avec lui pour le pognon, et puis alors au fur et à mesure qu'elle raconte, et non, et en fait, elle est réellement tombée amoureuse de lui, et elle en est tellement amoureuse qu'elle ne veut plus avoir cette position de femme profiteuse, et elle veut faire changer le testament pour ne plus être dedans, pour ne pas avoir un rond à la mort de son mari. Et elle le joue, alors là, raconté comme ça, ok, bon d'accord, elle fait sa rédemption, elle fait son mea culpa, oui, mais regardez-la jouer. C'est déchirant. Elle est déchirante. Moi, Julianne Moore, dans toutes ces scènes, alors Mika, tu me parlais en off là aussi de la séquence à la pharmacie. Mais nom d'un chien, mais chaque scène où elle me fout les poils. Rien d'en parler. Elle est impressionnante, Elle est impressionnante, Julianne Moore. Là, vraiment, elle est fabuleuse. Moi, elle jouerait comme ça dans tous ses films, ce serait une de mes actrices préférées, toutes catégories confondues. Elle est, alors je dis pas que d'habitude elle joue mal, évidemment, c'est pas mon propos. Non, mais là, là, on est sur un level, il se passe quelque chose. Là, Julianne Moore, dans les plans où elle est, les scènes où elle est, waouh. Là, il se passe vraiment un truc. Donc, je crois que j'ai fait le tour du casting et des moments impressionnants. On pourrait énumérer comme ça une batterie de trucs. Hein. Mais là, moi, Julianne Moore, la scène chez l'avocat, elle m'a foutu des frissons. Honnêtement, là, encore une fois, que ça arrive autant de fois sur un même film, moi qui suis plus sensible aux musiques, aux ambiances sonores, visuelles et tout, et pas tant que ça au jeu des comédiens. Là, ça a été un peu un festival de toutes les scènes. Hein. Ou en tout cas de quasi toutes les scènes. Là, et rien que pour ça, et alors Dieu sait qu'il y a bien d'autres qualités dans le film, mais rien que pour ça, Magnolia, c'est un film incontournable. Voilà. On l'a pas trop dit, mais le film est souvent considéré comme vraiment un immense film. On parlait dans nos émissions de l'été des grands films de décennie et tout. Ouais. Je sais qu'il est souvent cité comme parmi les films importants de la décennie des années 90 sans problème. Pourtant, il n'a pas marché du tout au cinéma. Oui, bah après. Parce que en plus, c'était à la période où Tom Cruise et Nicole Kidman étaient en instance de divorce. Bah oui, ils sortaient du film de Kubrick. Et... non, mais c'est vrai en plus. Ouais, et du coup, en fait, il était pas là pour la promo. Et apparemment, mais à l'époque, c'était quand même assez important que Tom Cruise soit là pour faire ta promo. Bien sûr. Parce qu'il avait pas encore son bad buzz avec la scientologie. Oui, c'est venu un petit peu après, je crois. Mais c'était, et en fait, il était pas là. Et du coup, en fait, le film aux États-Unis, il a rapporté que 22 millions. Mais oui, j'imagine qu'il a coûté un peu plus. Alors j'ai pas les chiffres, j'ai pas retenu les chiffres. Vu le casting, il a dû coûter un peu plus. Mais de toute façon, Pitié, il est habitué à ça. Hein. C'est aussi pour ça que c'est un réalisateur qui a quasiment 30 ans de films dans les pattes. Chez les cinéphiles ou cinéphages, comme tu disais. Grosse réputation. Énorme réputation. Voilà. Et pourtant, il a jamais eu un immense succès commercial. Il est abonné au film. Il a déjà été récompensé. Parce qu'il y a beaucoup de ces acteurs qui sont récompensés, où tu disais justement que c'était un très bon directeur d'acteurs. Là, notamment, on a Tom Cruise qui reçoit le Golden Globe du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Il a reçu aussi l'Ours d'Or. Ouais, il a eu l'Ours d'Or pour Magnolia. Mais est-ce que lui, vraiment, il a eu... lui... Alors ça, c'est une bonne question. Je suis pas certain qu'il ait eu plus de récompenses que ça. En tout cas, des trucs type Oscar, choses comme ça. Ouais, il me semble que c'est souvent un grand absent des Oscars, très très souvent. Où il va se retrouver nominé, mais pas récompensé au final. Alors, je veux pas parier sur l'histoire des Oscars, là, je parierais pas. Mais par contre, je suis pas sûr.
au Golden Globe, Tom Cruise il gagne quand même contre Michael Caine pour son rôle du docteur Larche dans L'œuvre de Dieu, La part du diable. Alors ça je sais pas, je n'ai pas vu. Face à Michael Clark Duncan pour son rôle dans La ligne verte. La ligne verte, ouais, d'accord. Voilà, rien que ça. De Jude Law dans Le talentueux Monsieur Ripley. Ouais. Et alors attention à la prononciation. Haley Joel Osment. Haley Joel Osment pour Sixième Sens. C'est ça. Ouais. D'accord, oui, le gamin, qui n'a pas eu une carrière transcendante par la suite, mais non, et donc il a eu le Golden Globe. Ouais. Ouais, mais ça en dit long. Enfin, que ces acteurs soient récompensés. Enfin, moi, je l'ai expliqué en long, en large et en travers là, pendant un quart d'heure. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un des points forts. Et encore une fois, c'est pas le seul. Hein, attention. Mais c'est un des points forts des films de Paul Thomas Anderson. Daniel Day-Lewis, alors qui a pas besoin de Anderson pour bien jouer. Oui. On est bien d'accord. Hein, il a pas besoin de lui. Mais putain, Daniel Day-Lewis chez Anderson, c'est juste monumental. Enfin, on prend There Will Be Blood, on prend Phantom Thread. Rien que pour Daniel Day-Lewis, ça vaut le détour. Faisons même abstraction du reste. Rien que pour lui. Enfin, faut y aller. Ouais, bien sûr. C'est monstrueux. Là, vraiment. C'est régulier que des grands acteurs aient dans leur très grand rôle des passages chez PTA. Voilà. Clairement. Paul Dano, j'ai déjà expliqué tout mon amour pour Paul Dano, qui est un de mes acteurs préférés, sans problème. Peut-être son meilleur rôle, ou en tout cas l'un de ses plus grands rôles, toujours There Will Be Blood, bien sûr. Blood, voilà, ouais. Immense. Enfin voilà quoi. Donc ouais, Magnolia, t'as pas pris un petit film. T'as attaqué à quelque chose de... Voilà, il a une grosse réputation. Après le trauma de l'anticipation que j'avais choisi pour que vous choisissiez un film que je voulais voir, là maintenant je ne choisis plus pour que vous choisissiez un film que j'ai envie de voir, je choisis un film que j'ai envie de voir. Ce qui est logique, puisqu'en fait... tu choisis pas des films porno, donc... C'est vrai. Oui, c'est ce qu'on t'avait expliqué. Je crois que tu prenais un malin plaisir à ne pas choisir le film juste pour ton bien. Exactement, j'ai été puni avec Orange Mécanique. Merci David. Ah je t'en prie, c'était gratuit. Mais oui, mais moi j'ai été content. Et c'est ce qui compte, c'est que chacun présente des films dont il est content, n'est-ce pas, Quentin ? C'est ça. Oui, bah oui. Bref, ça c'est un autre débat. Non mais voilà, en tout cas, excellent choix, moi, Magnolia. Mais Bertrand, on t'a pas beaucoup entendu sur Magnolia là, jusqu'à présent. Non, je dois avouer que, alors ça fait probablement pas loin d'une semaine que je l'ai vu. Je suis encore en pleine digestion. Hein. J'ai pas intégré tous les paramètres. Je sais que, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, j'aurais tendance à me sentir, de par ma nature propre, vachement en empathie avec le binôme John C. Reilly et Melora Walters, hein. Parce que je me reconnais dans cette maladresse que le personnage peut avoir, pas dans cette fausse assurance qu'il essaye d'afficher, mais voilà, on se doute à la deuxième seconde que c'est déjà du flan. Et puis Tom Cruise. Pourtant, j'en suis pas fan, mais je dois avouer qu'il livre une performance là quand même, il est de premier ordre, il ouais. y a pas photo. Mais l'écriture, hein. Oui. On me dit la direction d'acteur, mais il y a l'écriture. Mais c'est les deux, bien sûr. Voilà. Mais c'est bien. Mais j'en ai parlé du scénario. J'ai dit que c'était un grand scénariste. Il n'y a pas de porte de sortie, en fait. T'es obligé de suivre le chemin qu'Anderson te dit de suivre. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a un côté un peu désespérant à ce genre de film, c'est que justement t'es complètement à la merci du mec qui te... Surtout que tu le ressens beaucoup. Voilà. Je l'ai cité un peu tout à l'heure, mais à un moment ou à un autre, il faudra parler de la musique qui apparemment le film explose s'il n'y a plus de musique pendant 3h15 enfin 3h10 voilà. Il y a tout le temps la musique et la fameuse scène dont on parlait, enfin la fameuse séquence de plus d'une heure, voire même peut-être 1h30 où on enchaîne on va dire de manière plus parce que le film passe son temps à aller d'une séquence à l'autre et d'un bout de scénario à un bout de scénario, voilà. Mais c'est que pendant 1h et demie, on a vraiment des scènes où elles s'arrêtent et elles reprennent. Voilà, donc il y a un côté un peu étouffant presque. Et la musique est là aussi pour ça. On a l'impression que la musique ne s'arrête jamais et continue. T'es un peu dans un truc en temps réel en plus. Ouais. T'as l'impression. Suivant les séquences, oui. Il y a un côté un peu presque climax qui dure et dure et dure et ça, dure. Ouais. Il y a des moments où même c'est presque pas désagréable. Avec la séquence d'ouverture qui n'a rien à voir avec l'histoire. Oui. En apparence, oui. Voilà. Ça donne mais des déjà, clés t'as l'impression d'être tout autres. de suite au climax et que ça va pas descendre en fait. Oui. Et c'est un puis peu ce qui se passe. ça revient à la fin, donc ça donne un petit côté, pour expliquer le film choral, un petit côté un peu presque pas conte, mais qui tombe et qui se fait tuer par sa mère. Alors ça c'est. Ouais, ça c'est fou ça.
comment est-ce que tu vas chercher une idée aussi absurde, quoi? C'est fou. C'est fou allié. Et puis, si je dois pointer une séquence qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est en rapport avec la musique, la première chanson des Mayman qu'on entend, où ils chantent tous à tour de rôle. Cette séquence. Oui. D'ailleurs, j'ai cru que c'était la fin du film, au début. C'est vrai que ça aurait pu être présenté comme ça. Il est en train de se passer un truc, parce que je comprends pas ce qui m'arrive, mais j'ai les poils qui se dressent. Donc, je sais pas ce que la chanson raconte, je sais pas quel rapport ça a avec ce que les personnages vivent, machin, mais ça me parle, mais au direct. Là, c'est fou. J'aime beaucoup le fait que vraiment le film est assez couillu sur plein de points. La densité, le nombre de personnages, le casting, la mise en scène, des choses comme ça, et cette séquence où on sort du film, il y a des moments où en fait le film nous parle directement. Ça arrive plein de fois. Oui. Ça appuie un peu ce côté presque un peu humoristique de tout ce côté grand guignolesque de cette grande pièce de théâtre et tout, guignolesque. Donc t'as cette intro où on t'explique un peu le principe. On te dit, bon, si tout a un rapport comme ça, c'est pas juste un hasard, c'est parce que le film parle de hasard et de coïncidence, et donc ça te met ce truc-là, et du coup ça justifie. Des coïncidences qui sont tellement tirées par les cheveux en plus. Mais oui, mais ça justifie. Les avions qui chopent. Oui, ça c'est fou. Ça. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver, un truc comme ça. Enfin, ça ne peut pas arriver que ce soit le mec à qui s'est pris la tête parce qu'il est croupier dans le magasin. Oui, certes. Ok, d'accord. L'exagération, elle est peut-être là. Voilà. C'est dingo. Oui. C'est totalement dingo, ce truc. Oui, non, c'est fou. Non, mais du coup, avec ces petits éléments qui se mettent comme ça et le fait que le film soit tellement presque oppressant et tout, met en condition, il arrive à te créer des moments comme ça. Ce passage effectivement dont tu parles où d'un coup la musique la musique se met à avoir des paroles, Aimé Mann se met à chanter et les personnages chantent tous les uns après les autres. On sort du cadre du film presque jusqu'au moment où on voit même Jason Robards chanter, où on se dit bon là d'accord, il est shooté, normalement il peut pas bouger, et là il chante. Donc c'est marrant, genre ça pourrait totalement te faire décrocher, et pourtant ça marche, ça te rentre encore plus dedans. Ça s'intègre même complètement. Ouais. Enfin, moi, à aucun moment ça m'a gêné. Mais ça me gêne pas du tout. C'est incroyable, hein. C'est vraiment. Je crois qu'il aurait pu faire passer à peu près n'importe quoi. À ce stade-là du film, Anderson aurait pu faire passer n'importe quoi comme délire narratif ou visuel. Franchement, ça aurait pu virer à la comédie musicale pure, tu sais, où il serait mis à danser. Je crois que j'aurais marché. Il t'a emmené tellement loin dans le délire, non, dans son trip à la fois humain et que là, je crois qu'il aurait pu m'embarquer par la main pour n'importe quoi, j'aurais marché. Il aurait pu voir faire tomber une pluie de grenouilles, quoi, genre par exemple. Par exemple. Et moi, la pluie de grenouilles, à aucun moment, ça me dérange, cette histoire de pluie de grenouilles. Non, c'est fou. J'imagine que ça a dû en laisser plus d'un extrêmement perturbant les premières fois, mais oui. Surtout la façon dont ça arrive. Parce qu'au départ, genre, là, ça tombe les unes après les autres, justement chez Melora Walters. T'en as deux qui tombent sur le capot de John C. Reilly. Voilà, chez Melora Walters, c'est derrière elle entend le bruit d'ailleurs, au départ elle voit rien. En plus, elle est, comme toujours, à peu près à moitié camée. et on voit les ombres des grenouilles tomber, tu sais, derrière le rideau de la fenêtre. Quand elle tourne sa tête en arrière, là. Elle tourne un coup à droite, un coup à gauche, et là, il y en a deux qui passent, et vraiment, elle penche sa tête en arrière, là. C'est ça, enfin, c'est fou de la façon dont c'est amené. Déjà, le film est insolite en soi, et la manière dont il l'amène. Il fait pas comme les autres, quoi. Enfin, non, c'est fou. Le film est complètement extrême, complètement hallucinant. Il faisait des grenouilles partout. Oui. Couche comme ça de grenouilles sur la route. Oui, tu feras attention à pas glisser, ça. Prends ton manteau et fais attention. Puis pareil, il y a encore un enchaînement. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce que tu mentionnais, Bertrand, au début du film. Les séquences un peu incroyables, là, avec les coïncidences, les enchaînements d'événements. Chez Philip Baker Hall, il y a une grenouille qui tombe sur cette espèce de petit Vassistas, la Vélux, je sais pas quoi, qui le pète. Qui lui tombe à moitié dessus, qui fait dévier le coup de feu qu'il allait se foutre dans la tempe, etc. Et puis ça déplace une prise, enfin ça vient percuter la prise de courant, ça fait une espèce de faux contact, faux contact, puis il y a une petite étincelle. Enfin, il y a une espèce d'enchaînement d'événements à ce moment-là. D'ailleurs un peu perturbant parce que ça va tellement vite qu'on appréhende peut-être pas tout ce qui se passe à ce moment-là. Mais là, on a un écho à ces séquences du début du film où t'as ces trucs absolument incroyables qui s'enchaînent, voilà. Enfin, mais il te fait avaler n'importe quoi. Là, vraiment, c'est voilà, il aurait pu me proposer n'importe quoi. Anderson, je crois que je marchais tout pareil. Voilà, c'est un film fou. Ouais, c'est vraiment dingue. Et c'est fou de réussir autant
un film aussi fou. Ouais. Oui, parce que c'est gonflé quand même. Enfin, moi je trouve que ça propose des trucs et puis ça va loin. Enfin, c'est parce que les personnages, autant il y en a qui sont chouettes, il y en a des moins chouettes. Là, dans le film de Chabrol juste avant, bon, il y avait globalement que des gens pas intéressants. Là, il y en a quelques-uns auxquels tu peux t'attacher et tout. Puis il y en a, tu te dis, non. Il y a des réponses qui sont pas données d'ailleurs. Et il y en a auxquels tu t'attaches, tu te dis, bah c'était peut-être pas le meilleur calcul. C'est ça. Tom Cruise, tu le prends presque, il est absolument abject pendant les 3/4 de ses séquences. Bon, ça commence à vriller dans la scène avec le journaliste. Et puis il se retrouve devant son père et là il vrille complètement et il bascule dans un spectre psychologique. Il était à un bout pendant une bonne partie du film. Paf, l'aiguille bascule direct de l'autre côté et là c'est complètement autre chose. À la fin, devient extrêmement faible. Il s'écroule en larmes. Enfin bon, c'est plus le même mec quoi. Wow. Et tout ça en l'espace d'un film. Il propose des choses absolument folles quoi. Parce que d'ailleurs, me suis fait réflexion aussi, c'est fou parce que il y a beaucoup de personnages, vraiment beaucoup de personnages. Oui. Le film est long, donc il y a une grande histoire et tout. Mais en vrai, si le film s'intéressait qu'à un seul de ces personnages, c'est toutes des histoires qui sont relativement courtes. Au final, chacun des personnages, c'est pas qu'il y a pas grand chose à raconter. Il y a des choses à raconter. Il raconte beaucoup de choses, le film. Mais c'est aussi l'ensemble qui donne ça. Ce qui fait la richesse. Au final, il se passe, Tom Cruise, il fait sa petite soirée, il discute avec le journaliste, puis après il va voir son père, quoi. Globalement, oui, c'est ça. Et là, ce que je viens de dire, je peux le faire à peu près pour tous les personnages en résumant en 2-3 phrases, parce qu'au final, il se passe une seule soirée. Mais ça, c'est le montage, c'est ça, le rythme. En fait, la construction du film, c'est ça qui contribue à l'ampleur du film. Alors, ça pourrait presque être un film à sketch si c'était monté, comment dirais-je, indépendamment les uns des autres, c'est-à-dire, tu sais, c'est la définition du film à sketch, sauf il se retrouve. Il a fait imploser la structure, et ce qu'avait fait Robert Altman. Je crois que Robert Altman a une influence d'ailleurs assez directe. Manifeste, voilà, parce qu'il a composé plusieurs films comme ça, à commencer par Shortcuts. Ouais. Et c'est une influence manifeste pour Anderson, hein, il l'a cité, voilà. Et mais alors il a porté le truc à un niveau. Enfin, on va pas dire que l'élève a dépassé le maître, mais on peut se demander quand même, parce que là, waouh, c'est en train de faire le décompte. Oui, toute la séquence du jeu télé, c'est quand même assez balèze aussi, avec cet animateur qui perd pied au fur et à mesure. Oui. Les gamins qui se reposent de plus en plus sur celui qui s'avère être le plus sur la corde raide. Oui. Et les adultes qui sont complètement abjects en face. Oui, c'est ça. Les adultes sont ignobles. Toute cette partie du jeu télévisé, mais c'est Louis Guzman, quelle horreur. T'as envie de le tarter, quoi. Mais tous. Mais même le comportement de Philippe Baker Hall, le présentateur, sur le ça, alors, il gagne pas en grandeur, hein, dans toute la partie du jeu télévisé, je trouve. Alors bon, il y a cette histoire, effectivement, avec sa fille d'un côté, où on saura jamais vraiment ce qui s'est passé. La réponse est pas... sa femme. Oh là là. Oui, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Comment ça, tu sais pas? Oh là là, mon Dieu. Enfin, c'est extraordinaire. Mais en fait, chaque séquence... Ça fait une espèce d'Amélie Poulain multipliée par Festen, en fait, ce film. J'ai pas vu Festen, mais... Festen de Witterberg, ouais. Non, il y a une richesse thématique, une richesse de jeu, de mise en scène, de... La musique qui vient se greffer là-dessus. Enfin, en fait, il a utilisé tous les axes d'action possibles, Anderson. Comment dirais-je, tous les axes à disposition pour faire un grand film. Il a tout utilisé. Il a tout poussé au max au niveau curseur et tout. Console, il a mis tous les il a boutons tout foutu au max. Il s'est dit tiens, au niveau qualité, on va être au top pour tout. Et puis ça donne Magnolia. Donc on l'a pas encore dit, mais moi je le considère comme un chef-d'œuvre. Oui, je serais pas loin. J'emploie pas souvent le terme, mais je serais pas loin de le penser. Alors c'est pas mon PTA préféré. J'en ai d'autres que je préfère encore, qui me parlent plus et tout. Mais il y a un truc hors du temps un peu quand tu regardes ce film. Il est trop unique. Il y a vraiment un... Puis je trouve qu'il peut plus nous toucher. On se sent peut-être un peu plus proche de ce qui est raconté dedans. Parce que est-ce qu'on peut se sentir proche d'une histoire comme There Will Be Blood? Est-ce qu'on peut se sentir proche de Phantom Thread, de Boogie Nights, tu vois? J'ai l'impression que Magnolia, même si ce sont des personnages, alors il y a un producteur et un présentateur télé, on n'en connaît pas dans notre entourage, tout le monde fréquente pas des gens comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même suffisamment de personnages, monsieur et madame tout le monde, pour s'en sentir peut-être un peu plus impliqué dedans.
Moi, c'est peut-être ce qui m'a touché dans les scènes avec John C. Reilly et Melora Walters, c'est que bon, lui, c'est un flic. Alors, des flics, on peut connaître des flics. Voilà, on en c'est des personnages normaux. Voilà, c'est ça. C'est Monsieur et Madame tout le monde, des personnages normaux, accessibles. Bon, il y en a où c'est moins le cas. Tom Cruise, c'est moins le cas, évidemment, mais est totalement anormal parce qu'il est resté ce gamin qui a gagné au jeu. Oui, mais c'est Monsieur. Plus tard que les parents ont gardé les gars. Oui, mais il a jamais pu évoluer. Non, par contre, il n'a jamais évolué. Il est resté bloqué dans cette espèce de truc. De fantasme, oui, tout à fait. Parce qu'il s'est fait voler son rêve aussi. Oui, c'est ça. Ses parents l'ont volé. Voilà, donc c'est ça. Il s'est fait baiser. C'est ça qui est. C'est ça. Donc, non, mais Magnolia est un. Alors, quand t'as un chef-d'œuvre, moi je suis pas loin de le penser. Je vais le dire comme ça. Mais c'est que je l'emploie pas forcément facilement non plus. Mais c'est vraiment un film gigantesque, immense, incontournable et indispensable. Moi je pense. Là vraiment. Enfin c'est. Vraiment, j'étais surpris de l'apprécier autant parce que j'avais très très peur de ce film-là. Tu te rends compte de ce que t'as déclenché, Mika, là, hein? C'est très bien. Moi, j'ai bien déclenché ce genre de trucs. C'est totalement l'inverse de ce que j'ai déclenché moi. Ça fait une moyenne. C'est bien. Après vous avoir endormi avec ma chronique, je suis ravi de vous réveiller avec cet échange. Mais non, ça va, c'est très bien. Non, mais c'est vraiment. De toute façon, Anderson. Moi, je pensais que ce serait plus notre ami Quentin qui nous y emmènerait. Bon, c'est toi qui l'as fait. Du coup, c'est marrant cette petite pirouette. Oui, parce qu'il y avait Tom Cruise. Oui, voilà, mais bon, il fallait y venir. Paul Thomas Anderson, on pouvait pas faire 10 saisons sans parler de ce gars-là, c'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai plein de choses que j'aimais sur le film, mais j'ai pas fait quelque chose un peu plus global. Enfin, il y a des éléments que vous avez dit, sur lesquels j'ai répondu un petit peu, mais effectivement, je vais être un peu comme tout le monde, mais John C. Reilly et Melora Walters, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Les deux, c'est fou. Du coup, pour la musique, j'ai été retrouvé donc Aimee Mann qui fait toutes les parties, donc c'est la chanteuse qui toutes les chansons. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est un peu la même chose pour Melora Walters. Mais quand j'ai revu le film là, je me suis dit ah oui, c'est vrai que c'est ce film avec il y a cette actrice là et il y a cette chanson là et où PTI il a pris cette actrice que j'aime bien et il a pris cette chanson que j'aime bien. Et après je me suis dit mais attends mais non. Alors déjà l'actrice, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ailleurs, mais en fait pas du tout. J'ai jamais vu nulle part. C'est juste qu'elle est tellement. J'ai eu la même sensation. Ça m'a fait la même impression. Et en fait, j'ai regardé sa filmo. Pareil. Ouais. Je l'ai pas vu dans plus de films que ça. Il a fallu que je lise 10 fois son nom pour le retenir, parce que c'est quand même, j'ai quand même la mémoire des noms. Il y avait pas moyen. Et pourtant, j'étais totalement fasciné. Et voilà, pendant les 3 heures de film, t'as l'impression d'avoir déjà vu tellement elle t'a marqué la première fois que t'as vu le film. Ouais. Et ouais, j'ai eu ça aussi. Pareil pour la musique, je me suis dit mais j'ai déjà entendu. Et non, la musique, c'est la musique qui a été composée pour le film. Les textes ont été écrits pour le film et tout. Donc pareil, j'avais la sensation d'avoir déjà entendu. Mais non, c'est que c'est tellement marquant dans ce film, tellement puissant que c'est vraiment ça marque quoi. Donc ouais, Aimee Mann et John Bryan qui a fait du coup la partie des musiques orchestrales, voilà, qui a une carrière assez intéressante parce qu'il est parti un peu à d'autres endroits. Alors je vais pas citer tous les trucs, mais il y a surtout qu'il est d'une manière ou d'une autre, je sais pas trop comment. Je crois que je l'ai déjà entendu le dire, Gilles Lelouch. Que d'une manière ou d'une autre il l'avait rencontré et ils sont devenus potes et du coup c'est son compositeur. Donc John Bryan a fait la musique du Grand Bain et de L'Amour Ouf qui est sorti l'année dernière, que je crois être le seul ici à l'avoir vu et je conseille très fort. Ouf, oui, il faut que j'y aille. C'est un moment qui me fait de l'œil. C'est très très bien. Je ne doute pas sur le fait que tu vas passer un moment devant. Et musique très très bien. Après il y a le côté jukebox. En plus il y a plein de morceaux existants déjà là qui sont ajoutés dans le film. Mais en plus la musique du film est très bien. Bref, John Bryan. Je me dis genre c'est fou. Genre Gilles Lelouch, il a le compositeur de Magnolia. C'est quand même fou quoi. Genre c'est trop bien. Donc ouais ça juste j'avais oublié qu'il y avait Jason Robards dedans. Quand j'ai vu le vieux j'étais là mais c'est Jason Robards. Mais c'est Cheyenne. Mais c'est fou. C'est le Cheyenne. Vous comprendrez en écoutant le prochain numéro. Et oui je me suis dit c'est fou le hasard quand même d'avoir j'avais complètement zappé ce détail là. Donc trop bien. Et oui Tom Cruise très bien. Vu que ça fait pas si longtemps que ça, on a encore un petit peu de temps. Je voulais revenir sur un petit point que t'as dit au début. C'est juste alors là c'est le débat qui sort un peu du film. Oui, dis-moi. Très grand acteur Tom Cruise. T'as cité tous les réalisateurs avec qui il a travaillé, c'est totalement vrai. C'est vraiment impressionnant. Après, peut-être vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais il a pas fait tous les meilleurs films de ces réalisateurs en question. Donc c'est bien d'avoir bossé avec tous ces gars-là. Hein. Mais après, il a fait des très grands films. Hein. Oui, voilà. Mais je pense que Mika a voulu souligner, et ça, alors là, je suis complètement d'accord. Il a voulu souligner le fait que V'là le palmarès de réalisateur. Ah bien sûr. Le gars, il a quand même tourné 45 films. Enfin, il a pas une filmographie en 40 ans de carrière. Il a tourné
une grosse quarantaine de films. Ce qui est pas fou. Il y a des acteurs qui enchaînent 3-4 films par an. Et lui, il y va tranquillou. Ça fait quelques années qu'il tourne avec les mêmes mecs. Des Christopher McQuarrie. Ça fait 15 ans qu'il a pas fait un rôle intéressant autre que. Et qu'il a pas tourné avec des grands cinéastes. Bon, là, il est en train de tourner avec Inarritu. Bon, c'est autre chose. Il fallait qu'il choisisse Inarritu, quoi. Voilà. Mais par contre, les noms que t'as cités, incontestablement, c'est quand même pas des guignols. Ah non, mais c'est sûr. Alors dire que ce sont les meilleurs films à chaque fois de la carrière du mec, ça c'est un autre débat. Scorsese, il a fait oui, c'est La couleur de l'argent. La couleur de l'argent, c'est un des Scorsese les plus mineurs que j'ai vu. Ridley Scott, c'est Legend. Je me fonds d'avoir vu la plupart des Scorsese. Oui, Legend, c'est pas le. Bon, il y a pas tous les voilà. Mais voilà, mais à côté de ça, voilà. Ah non, mais ça reste un grand acteur. Il a tourné avec Kubrick dans sa génération, c'est le seul. Certes. C'est voilà. Il a tourné avec Kubrick, il a tourné effectivement avec Mann, et puis alors là pour le coup. Alors Mann, voilà, Mann, rien à dire. Hein, c'est quand même ça se pose là. Mais il aurait pu être. Oui, ça fait partie des côtés. Bah, tu l'as cité dans les quelques contre-emplois qu'il a eu de sa carrière. Ouais. Donc voilà, non, il a quand même une carrière. Enfin, il a bossé avec des gars. Il peut se targuer d'avoir, en termes de rapport, quantité de films, quantité de grands réalisateurs, il a un bon ratio. C'est vrai. On va dire ça. C'est vrai. Voilà. Oui, voilà. Après, moi, je comprends. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faisait partie. Voilà. De l'élite, mais il en fait partie. Enfin, ce n'est pas lui qui est tout en haut. Non, c'est DiCaprio, du coup c'est logique. Mais DiCaprio, il a pas tourné avec Kubrick. Non, mais il a tourné avec Paul Thomas Anderson. Le film est en salle au moment où nous enregistrons, donc la boucle est bouclée. Là, on se fait des petits liens comme l'ouverture de Magnolia. Je viens entendre tout ce qu'on veut. Alors, je fais partie des gens normies qui adorent DiCaprio, mais il y a quand même pas à dire en termes de gars qui a joué avec un nombre incalculable de grands réals et à faire des grands films avec ces grands réals. Il est un peu imbattable. Hein. Il se pose un peu. Voilà. Mais il a pas tourné avec Kubrick. Oui, bah écoute, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Oui. Non, mais je rigole. Mais mais DiCaprio, évidemment, que c'est là, on est sur un level. Ni avec Spielberg d'ailleurs. Bien sûr que si. Arrête-moi si tu peux. Alors, c'est pas le plus grand Spielberg. Ah bah en plus c'est la même sortie, non pas la même année mais quasiment la même période. Bah oui, je comprends. 2003. Oui, bah si, oui. 2002-2003. Voilà le duo d'acteurs. Hein. Tom Hanks et. Oui, non, c'est vrai. Non, il a tourné avec Spielberg. Idiot bête. Donc, ok. Donc c'est à part avoir dit pendant moins d'une heure qu'on avait eu affaire à un film immense, ce qui est déjà bien. Oui. Puis d'avoir un peu argumenté quand même. Mais voilà, non, ça valait le coup de parler. Non, de voyage, je trouve que vous voyez ça parce qu'au final, on n'a plus qu'effleurer le truc. Donc si vous l'avez pas vu, mais voyez-le. Enfin, moi, franchement, bon, les cinéphiles, on n'a pas besoin de les convaincre. Hein, je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui l'ont déjà vu. Mais vraiment, si vous êtes amateur de films où il y a quand même de l'émotion, où ça joue, où il y a des beaux personnages, franchement, allez-y parce que forcément vous y trouverez votre compte dans telle ou telle scène, voire dans plusieurs scènes, voire dans toutes les scènes, mais c'est pas possible de ne pas se prendre une claque devant ce film-là. Enfin, voilà. Ouais, clairement. On peut pas sortir de là en disant non, il s'est rien passé. Non, c'est pas possible. Puis j'y pense, je fais un petit clin d'œil à un pote dont c'est le film préféré. Donc si un jour il écoute ça, Joël, je te fais la bise. J'espère qu'on a bien défendu ton film de cœur. Voilà. Joël, t'as bon goût. Globalement oui, ça va. On a des débats mais là-dessus on est d'accord. On a fait le tour, c'est beau. Ouais, on va pouvoir clôturer cette émission. Ouais. Alors on va laisser Bertrand la clôturer puisque puisque on va aller se coucher puis on reviendra dans 3 semaines pour la suite de cette aventure des contre-emplois au cinéma. David et Quentin se chargeront de vous distraire. D'ici là. On va vous emmerder. Excuse-moi, je te coupe, mais on va vous emmerder avec 2 de nos marottes. Voilà. Oui, c'est vrai. Chacun dans notre genre. Ça va être une spéciale marotte, que du fun. Vous allez voir, c'est super. Tu donnes envie là. Donc d'ici là, bonne écoute, bonne soirée à vous, bonsoir les gars, et à la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bisous.